Bonjour à tous et bienvenue à ce 10e module Afranum. Je suis Gilles Vandler, je suis infectiologue à l'hôpital universitaire de Berne en Suisse et également secrétaire général de l'Afravi. Je vous prie de tout d'abord excuser le petit bruit qu'il pourrait y avoir dans le fond. Il y a un gros orage qui s'abat sur la Suisse. J'espère que ça ne va pas trop perturber mon son. Donc, et oui, déjà le 10e module Afravi et donc la fin de cette première saison Afranum. Il faut savoir que nous sommes déjà en train de préparer la saison suivante qui débutera très prochainement, c'est-à-dire au mois de septembre. Le module d'aujourd'hui, il sera consacré au dépistage, que ce soit du VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles. Comme d'habitude, vous pourrez poser vos questions dans l'onglet QR, donc pas le chat, mais l'onglet QR au bas de votre écran. Et vous pourrez également lever la main si vous désirez prendre la parole lors des séances de discussion. Avant chaque intervention, vous pourrez tous participer à un petit sondage que chacun des présentateurs vous montrera, 2 questions par thématique auxquelles vous pourrez répondre sur votre écran et puis des réponses à ces questions seront données tout au long de la séance. J'aimerais donc, sans plus tarder, vous inviter à plonger dans cette session de ce jour consacrée donc au testing. Et j'ai donc le plaisir de présenter notre premier orateur qui est le Dr Karen Champenois. Karen est pharmacienne spécialisée en santé publique. Elle a réalisé une thèse d'épidémiologie encadrée par Yazdan Yastampana sur le dépistage du VIH, les opportunités manquées du dépistage du VIH et l'expérimentation du dépistage communautaire du VIH avec l'association AID. Karen mène des études observationnelles et interventionnelles sur les stratégies de dépistage du VIH et des IST en France. Et puis, elle pilote actuellement le chapitre épidémiologie, dépistage et prévention du VIH du prochain rapport d'experts. Sa présentation porte sur l'amélioration du dépistage généralisé du VIH et de l'hépatite B. Voilà, Karen, je te laisse la parole. Merci beaucoup, Gilles. Alors, je pense que les questions vont s'afficher. Voilà, on peut lancer le sondage. Donc, la présentation commence par 2 petites questions pour vous faire réfléchir. Voilà, la première question est: quelle proportion de la population mondiale vivant avec une hépatite B chronique connaît son statut? Est-ce que c'est 5%? Est-ce que c'est 10%? Est-ce que c'est 25%? 54% ou 81%? Ensuite, une deuxième question. Parmi les maladies suivantes, parmi les maladies suivantes, lesquelles devraient inciter à proposer un dépistage du VIH lors de leur diagnostic? Et parmi les choix, vous avez la syphilis, le syndrome mononucléosique, une thrombocytopénie, une dermatite séboréique ou une hépatite B. Donc on est à 30% de répondants. À peu près, j'attends encore un peu. Voilà, donc vous avez répondu majoritairement pour la première question, 25% de personnes qui vivent avec l'hépatite B et qui connaissent son statut. La bonne réponse est 10%. Et pour la deuxième question à propos des maladies qui devraient inciter à proposer un dépistage de VIH, elles étaient en fait toutes bonnes. Et donc, voilà. Mais je y reviendrai dans le topo que je vais maintenant partager. Hop. Donc, normalement, vous devez voir mon écran avec juste Afranum. Et je vais donc procéder à cet exposé sur comment améliorer le dépistage généralisé du VIH et du VHB. Lorsqu'on a une maladie
transmissible ou pas, qui a peu ou pas de symptômes, forcément, il faut des stratégies de dépistage et il y en a deux possibles. Le dépistage ciblé des populations concernées, concernées par une exposition ou parce qu'il y a un facteur d'âge ou un facteur de risque. C'est les populations qu'on appellera populations clés du contrôle épidémique pour les maladies transmissibles. Et face à ce dépistage ciblé, il y a bien évidemment le dépistage en population générale, qu'on appelle aussi dépistage généralisé. Et finalement, la barre que j'ai représentée en dessous, c'est finalement le curseur, où on va placer ce curseur dans les politiques publiques entre un dépistage ciblé ou un dépistage populationnel. Souvent, c'est un peu au milieu pour avoir des actions complémentaires, mais ceci dépend en fait de l'épidémiologie de la maladie sur un territoire donné et notamment des modes d'exposition, de transmission, pardon, ou l'exposition, si l'épidémie est concentrée ou bien généralisée dans la population, la dynamique épidémique et la caractérisation des populations touchées et la prévalence des cas non diagnostiqués. Donc, très rapidement, des points épidémiologiques sur le VIH et le VHB. Là, j'ai pris les chiffres en 2019. La transmission du VIH est principalement sexuelle. 3 millions de cas sont recensés dans le monde en 2019, avec de fortes disparités géographiques. 2 tiers des cas se trouvent en Afrique et touchent là-bas plutôt des jeunes, des personnes hétérosexuelles et les femmes et les filles. Et en Europe, on a une épidémie plus concentrée sur des populations assez bien caractérisées, qui sont les HSH, les personnes immigrées et les utilisateurs de drogues injectables. On estime 1,7 million de nouvelles infections par an. Pour l'hépatite B, la transmission principale est celle de la mère à l'enfant. 296 millions d'hépatite B chroniques, avec aussi des disparités géographiques et une proportion de cas plus importante en Afrique et dans le Pacifique, 1,5 million de nouvelles infections par an. Pour le VIH, donc je vous ai présenté la cascade que je pense vous connaissez, ce type de représentation qui correspond à l'atteinte des objectifs 90-90-90 qui avaient été fixés par l'ONU-SIDA pour 2020, qui était 90 personnes connaissent leur statut, 90% des personnes qui vivent avec le VIH connaissent leur statut. Parmi ces personnes qui connaissent leur statut, 90% sont sous traitement et parmi celles qui sont sous traitement, 90% ont une charge virale contrôlée. Et donc, au niveau mondial, on serait à peu près à 81% de personnes qui connaissent leur statut VIH. En revanche, pour l'hépatite B, il est estimé que seulement 10% des personnes qui vivent avec une hépatite B chronique connaissent leur statut. Une étude réalisée en 2016 par Santé publique France montrait qu'en France, c'était 82%. Grosse différence avec le VIH. Pour l'hépatite B, il y a un vaccin efficace. Et donc là, je vous ai remis très rapidement les recommandations de l'OMS en termes de dépistage du VIH et la diapositive suivante, c'est pour les recommandations de dépistage de l'hépatite B. Et on voit que ces recommandations se calent en fait sur l'épidémiologie avec des recommandations un peu différentes pour les pays où il y a un fort poids du VIH et une épidémie généralisée où il recommande un dépistage offert à toute la population dans tous les services possibles, contrairement à un dépistage plus ciblé par des expositions sur des populations plus exposées dans les pays avec une plus faible prévalence. Présenté un peu différemment, mais ça revient à ça aussi, pour l'hépatite B, où il est recommandé un dépistage général de toute la population si on estime que la séroprévalence de l'antigène HBs est supérieure à 2 ou 5%, et puis un dépistage un peu plus ciblé sinon. Donc, pour atteindre un dépistage généralisé, qu'est-ce qu'on a comme stratégie, qu'est-ce qu'on a comme outil? La première stratégie qui a toujours plus ou moins bien fonctionné, c'est l'incitation au dépistage volontaire, faire des grandes campagnes pour inciter les personnes
vers le dépistage. Mais ceci est quand même relativement limité par la perception du risque. L'autre possibilité qui prend tout son sens avec un dépistage en population générale, c'est le dépistage à l'initiative du soignant. Profiter en fait d'un passage dans un lieu de soins, dans des urgences pour proposer le dépistage et être attentif à tout signe qui pourrait indiquer un dépistage de VIH ou d'hépatite B. Et puis, on en reviendra après. Et puis, autre possibilité, c'est le dépistage anténatal qui est extrêmement important pour le VIH et pour la transmission vers l'enfant et aussi pour les hépatites. Autre stratégie, aller au-devant des populations. C'est ce que font beaucoup d'associations communautaires dans chaque pays qui va au plus près des populations à risque ou exposées. Et puis, autre stratégie, le test and treat, donc tester et traiter de façon un peu universelle. En face de ces stratégies, on a un certain nombre d'outils. J'ai mis sérologie, mais il y a aussi la recherche de l'antigène, donc plutôt tests de laboratoire. Les TROC, qui sont les tests rapides d'orientation diagnostique, qui permettent de faire des tests loin des laboratoires, au plus près des gens. Et puis, l'autotest, qui est réservé pour l'instant au VIH. Et on voit voilà, qu'il y a une interaction entre ces stratégies et ces outils. Donc là, je vais prendre l'exemple de la France, parce que vous avez compris dans la description que Gilles a fait que j'étais plus spécialisée sur la France et plus sur le VIH. Donc l'épidémie en 2008-2010 de VIH était une épidémie qui est très active, concentrée surtout donc, sur quelques populations HSH, personnes migrantes, mais aussi très active chez les HSH. Il y avait une proportion importante de dépistage du VIH à un stade tardif, et ces dépistages tardifs étaient d'autant plus fréquents et d'autant plus tardifs qu'ils étaient chez des hommes, des personnes hétérosexuelles, un peu plus âgées, des personnes bien installées dans la société. Et il y avait une proportion importante d'opportunités manquées de dépistage. Et ce travail qui avait été réalisé par les Zampana a en fait permis d'évaluer en fait le coût et l'efficacité d'un dépistage qui serait proposé une fois à l'ensemble de la population en fonction d'un taux de prévalence des cas non diagnostiqués, et montrer qu'à partir d'une prévalence de 0,1% des VIH non diagnostiqués dans la population générale, un dépistage généralisé était coût-efficace. Et donc en France, en 2009, la Haute Autorité de Santé, basée sur ce contexte épidémiologique et sur cette modélisation, avait recommandé en premier lieu un dépistage proposé au moins une fois à la population générale de 18 à 70 ans, hors notion d'exposition au risque, et le présenter donc comme stratégie principale et stratégie de rattrapage des cas non diagnostiqués. Et ce dépistage généralisé devait être porté par les structures de soins primaires et notamment les médecins généralistes. Bien sûr, en complément, venait un maintien et un renforcement d'un dépistage ciblé et régulier des populations à risque. Le dépistage en population générale par les médecins généralistes entre pleinement dans les missions des médecins généralistes, notamment c'était inscrit dans la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoire de 2009. Mais une étude réalisée la même année également par Santé publique France, le baromètre médecins généralistes, sur un échantillon de 1000 médecins généralistes représentatifs de la profession en France, avait montré que 63% des médecins n'étaient pas du tout d'accord avec l'idée de proposer un dépistage aux personnes sans facteur de risque apparent et n'ayant pas fait de test depuis longtemps. Et le Collège national des généralistes enseignants a donné aussi un avis public défavorable. Donc, on partait déjà assez mal sur cette idée de mettre en place en France un dépistage généralisé. Ceci pour vous présenter en fait deux papiers qui ont étudié les barrières des soignants à gauche et des médecins généralistes plus particulièrement à droite pour proposer un test de dépistage. On s'est basé sur une revue systématique de la littérature des papiers sur le dépistage du VIH en Europe, et on voit qu'il y a une grande difficulté en fait des médecins et notamment des médecins généralistes à aborder la sexualité. Ils estiment manquer de
d'outils de communication sur la santé sexuelle, manquait également de connaissances sur les recommandations de dépistage de VIH, les indications à proposer un dépistage, et il manque de formation et d'entraînement pour proposer et rendre un test. Le premier papier sur les soignants conclut qu'il évitait carrément le sujet du VIH. C'est moins marqué sur le papier plus récent chez les médecins généralistes. Mais en tout cas, la plupart des tests qui sont réalisés chez le médecin généraliste sont des tests à la demande des consultants. Il y a eu aussi plusieurs expériences de dépistage généralisé proposées aux urgences, notamment avec la technique des TROD, donc qui permettait en plus d'avoir quelque chose, un résultat extrêmement rapide et de pouvoir tester les personnes pendant leur attente aux urgences. Bien évidemment, pour les personnes âgées de moins de 18 ans, ça c'est pour faciliter la recherche et dont l'état de santé le permettait. Donc, il y a eu deux études que je vais vous présenter très rapidement qui ont été réalisées aux urgences. La première était réalisée dans 29 services d'urgence d'Île-de-France avec une intervention pendant 6 semaines avec du personnel extérieur en aide pour proposer ces dépistages. Donc, c'est très bien accepté par les consultants. Ils ont testé à peu près 10% des consultants sur les plages horaires d'études. La prévalence de nouveaux diagnostics était de 0,14%, donc pas énorme. Et sur les 17 des 18 cas identifiés, 17 donc, appartenaient aux populations à risque. Lorsqu'on pouvait avoir l'information sur le taux de CD4 diagnostic, on avait une information que ces 3 quarts étaient à un stade tardif, et donc on avait quand même une idée de rattrapage de personnes qui auraient dû être diagnostiquées puisqu'ils appartenaient à des populations à risque et qui ne l'avaient pas été. Et donc voilà, ça avait permis de rattraper ces personnes. Le deuxième était réalisé à peu près au même moment, mais dans 6 services seulement, toujours à Paris, mais cette fois pendant 1 an et sans personnel dédié. L'acceptabilité du dépistage par les consultants était toujours très bonne. 3% seulement des consultants ont été testés. Et par contre, la prévalence était un peu plus élevée, 0,6% de découverte de VIH, enfin de tests positifs. Et également un stade très avancé au moment du diagnostic. Et ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de regarder en fait cette figure. On voyait que les femmes étaient un peu moins testées que les hommes. On voyait bien que quand on regardait donc les caractéristiques des personnes testées, c'était plus des personnes jeunes et beaucoup, beaucoup moins des personnes âgées, avec un vrai gradient en fonction de l'âge. Et on voit aussi une espèce de découragement du personnel parce que au fur et à mesure que l'année passait, ils ont proposé de moins souvent le dépistage, mais avec une prévalence plus importante que dans l'autre étude, donc très certainement un ciblage malgré tout. Et puis, donc à côté de ces difficultés de faisabilité des médecins généralistes pas super d'accord et un impact assez modeste à bon en termes de nombre de découvertes de séropositivité dans les expériences aux urgences, coup de grâce, la Cour des comptes dit que le dépistage généralisé, c'est quand même très cher. Même si c'est coût-efficace, au jour d'aujourd'hui, c'est très cher. Et donc, il est vraiment nécessaire de trouver des pistes pour continuer à dépister un maximum de personnes, mais de façon un peu orientée et donc d'améliorer le dépistage généralisé. Alors, en France, on a la chance d'avoir une équipe qui fait de la modélisation et qui estime les prévalences, les incidences et les prévalences de personnes non diagnostiquées pour le VIH et qui réalise ces estimations à l'échelle de la France, mais aussi depuis peu à une échelle beaucoup plus fine, par région, par département parfois, lorsque c'est possible, et qui arrive à estimer cela aussi par groupe de population. Et donc, cela permet en fait d'avoir une connaissance vraiment fine, plus locale, de qui vit avec le VIH et n'est pas diagnostiqué, et ça permet d'orienter finalement ce dépistage généralisé, se dire que peut-être il faut
peut-être pas le faire partout, mais surtout en Île-de-France, où c'est tout cramoisi, peut-être dans le sud-est de la France, et puis finalement le faire différemment, là où il y a beaucoup d'HSH, comme en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, plutôt, et différemment de là où il y a beaucoup d'hétérosexuels nés à l'étranger, comme en Guyane. Autre façon donc, de le faire, c'est de finalement cibler un peu le dépistage généralisé par peut-être une petite orientation vers des facteurs de risque larges. Donc là, c'est une expérimentation qui a aussi été réalisée aux urgences et qui s'appelle une DCV, qui est une étude de faisabilité de dépistage infirmier. Et en fait, ils se sont basés sur le petit questionnaire qui est présenté sur le côté, qui pose quelques petites questions assez larges. Dans quelle région du monde êtes-vous né? Dans les 10 dernières années, avez-vous eu un partenaire qui vient de telle ou telle région? Avez-vous pris des drogues injectables? Enfin voilà, il y a ces petites questions. Et à partir du moment où il y a un oui, le dépistage du VIH est proposé. Et donc, ils ont comparé une phase contrôle à une phase d'intervention qui couvrait quand même 74 000 patients, ce qui est énorme dans chaque phase. Et on voit que finalement, le petit questionnaire a permis de tester certes moins de personnes, mais plus de personnes à risque et il y a plus de découvertes de VIH, ce qui, dans ce cas-là, est vraiment l'objectif important, trouver les personnes séropositives. Ensuite, une autre façon, donc c'est ce qui couvrait la deuxième question du petit quiz, c'est d'améliorer le dépistage généralisé en se basant sur les maladies ou les symptômes cliniques qui sont associés au VIH, soit aux phases de primo-infection, soit à la phase chronique peu symptomatique, soit carrément, comme dans le carré jaune, au stade SIDA. Et de se dire, d'informer au maximum les médecins pour que lorsqu'une personne se présente aux soins avec l'une de ces maladies, il est très important dans le bilan initial de proposer un test de VIH. Et donc là, c'est quelque chose un travail qui a été réalisé en Europe par le consortium HIV in Europe, et la France avait aussi participé à cette étude qui étudiait en fait la prévalence du VIH non diagnostiqué parmi un certain nombre de maladies indicatrices du VIH et avait sélectionné un certain nombre de maladies comme ayant une prévalence supérieure à 0,1%, qui était le seuil de coefficacité présenté tout à l'heure dans le diagramme. Et donc, il y avait les hépatites B et C, les syndromes mononucléosiques, les lymphodenopathies, les leucopénies et thrombocytopénies, pneumonie, neuropathie, dermite séborrhéique, hépatite B et C, et les cancers et dysplasie cervicale et certains lymphomes. Fort de toutes ces connaissances, durant quasiment une décennie, finalement, la Haute Autorité française a réévalué la stratégie de dépistage d'infection du VIH en France et, devant les difficultés du dépistage généralisé, a quand même donné la priorité au dépistage ciblé des populations avec une fréquence recommandée de dépistage en fonction des populations. Mais elle a quand même gardé pour réduire justement ce qu'elle disait, l'épidémie cachée, la proposition d'un test de dépistage de l'infection à VIH au moins une fois au cours de la vie, et également a ajouté la proposition de dépistage qui doit être particulièrement accrue dans les zones où l'incidence de l'infection est forte et dans les populations moins touchées, notamment les hommes, et également en fonction de certaines maladies indicatrices. Je vais passer à une autre partie qui est vraiment dans l'aller vers les populations. Vraiment, en termes de dépistage généralisé, ce sont les études qui ont testé le test and treat universel. Et donc, l'idée, c'est vraiment dans des bassins ou des territoires où, avec une très forte prévalence, vous voyez ici les pays qui ont été étudiés, avec les prévalences du VIH en population générale qui tournent autour de 20-30%.
Et l'idée, c'est d'aller au-devant des populations pour proposer un dépistage et donc la mise sous traitement rapide en ayant des stratégies vraiment, aller au domicile des personnes, faire du porte-à-porte, aller sur leur lieu de travail, dans les champs, avoir des actions, éventuellement des actions avec des vannes pour aller vraiment au plus près des populations et proposer aussi des bilans de santé un peu plus généraux qui sortent du VIH ou de l'hépatite. Toutes ces études ont été faites très souvent avec un soutien des communautés. Et en plus d'avoir, vous voyez, sur le graphique vert, donc en vert clair, c'est la proportion de personnes vivant avec le VIH qui connaissent leur statut. Donc, en fait, on regarde le premier 90. Donc, on voit qu'il y a une augmentation dans les 4 études qui ont été mises en place, une augmentation, en fait, du pourcentage de personnes qui connaissent leur statut, qui ont même dépassé à chaque fois cette barre de 90%. On voit que c'est particulièrement important dans cet essai ici ou celui-ci. Également, ces essais de dystentry, donc associés au traitement universel, le dépistage universel, permet une réduction de l'incidence de l'ordre de 20 à 30%. Et puis, vous allez me dire que je n'ai pas beaucoup parlé peut-être de l'hépatite B, mais finalement, une des possibilités et ce qui est d'ailleurs recommandé, c'est finalement de proposer le dépistage conjoint du VIH, de l'hépatite B, de l'hépatite C et même d'autres qui peuvent être en fonction des territoires et des populations, les IST, donc les infections sexuellement transmissibles, ou même le diabète, l'hypertension, et voilà, et d'avoir un package d'actions. L'essai Search, d'ailleurs, de Testentry proposait aussi des bilans de santé et avait montré une bonne amélioration aussi de l'état de santé des personnes et notamment de l'hypertension. Donc, ce dépistage conjoint, bien sûr, il peut se faire dans les lieux de soins, en médecine générale, dans les centres de dépistage. Il peut également se faire dans des approches communautaires et je pense notamment avec les TROD, dont j'ai cité ici les CQB qui avaient été le premier à faire du dépistage de 3 sites auprès de différentes personnes, enfin de différentes populations à risque cette fois, mais qui avaient montré une bonne acceptabilité chez les HSH en tout cas. Et maintenant, les associations communautaires, en tout cas en France, proposent les 3 TROD. Alors, ce qui était drôle, c'est que les CQB, c'était donc 3 tests, donc 3 doigts avec l'autopiqueur. Et donc là, en faisant cette présentation, j'ai trouvé un papier sur un prototype d'autotest triplex qui permettait, avec une seule grosse goutte de sang capillaire, d'avoir les 3 tests sur la même tablette, les 3 dépistages sur la même tablette, avec une très bonne faisabilité, une très bonne praticabilité. Et je vais juste faire un petit focus sur le dépistage conjoint en médecine générale, parce que c'est finalement vraiment eux qui sont en première ligne, en tout cas dans les pays comme la France, et qui sont quand même un peu réticents. Donc, c'est une étude qui avait été menée dans 2 départements, chez des médecins motivés. Et l'idée, c'était qu'après une formation courte de ces médecins, il y a une proposition systématique du dépistage conjoint du VIH, du VHB, du VHC pendant 1 semaine à tous les patients d'au moins 18 ans qui consultent au cabinet et qui n'ont jamais effectué l'un des 3 dépistages. Et si, par ailleurs, dans leur vie, ils avaient déjà réalisé les 3 dépistages, alors c'était un dépistage orienté sur signe clinique ou prise de risque. Et alors, ce qu'on voit, donc la cascade de cette étude, donc réalisée auprès de 66 médecins généralistes, que sur 1 semaine, ils avaient vu un peu plus de 3500 personnes au cabinet. 68% de ces personnes avaient une indication à proposer un dépistage. Ils avaient finalement proposé le dépistage à 68% d'entre elles, donc en tout la moitié par rapport au départ. Et la plupart avaient donc reçu, après proposition, l'ordonnance avec un test VIH, VHB, VHC. Là où je suis plus prudente, c'est parce qu'on n'avait pas prévu de recueillir ça après. Il faut voir la réalisation effective des tests. En tout cas, cette étude, qui était quand même une étude pilote, qui n'est jamais allée plus loin, mais avait permis quand même de montrer que la formation des médecins généralistes pouvait augmenter les connaissances et améliorer les pratiques des propositions de dépistage. C'était d'ailleurs un des freins que je vous avais présenté tout à l'heure et qui là peut être contourné.
l'association du dépistage des 3 virus en même temps et l'affichage qui avait été fait, style semaine du dépistage, avait beaucoup levé de frein des médecins généralistes à proposer le dépistage à des patients qui connaissent malgré tout très bien. Et les résultats étaient donc en faveur de la faisabilité, mais pour une opération très courte, 1 semaine donnée. Et voilà. Et donc, c'est ce qui m'a amené à dire que finalement, ces opérations courtes, je vous ai mis l'exemple ici de la semaine du dépistage, la semaine européenne du dépistage, permettent en fait de venir appuyer ces stratégies ancrées de dépistage généralisé, parce qu'en fait, même sur une période courte, il y a un battage médiatique, une campagne d'information multi-support pour les personnes et les professionnels, et une proposition diversifiée de tous les dépistages, ce qui permet de multiplier en fait les opportunités de dépistage. Et ceci est ma dernière diapositive qui était le titre d'un édito du Lancet en 2013, mais qui est toujours très vrai, Test, Test and Test Again. Donc, tester pour que chaque personne puisse connaître son statut, être positif et bénéficier du traitement et ne pas transmettre, connaître son statut et être rassuré, ou connaître son statut et être à risque, et du fait pouvoir bénéficier de prévention, et je pense pour le VIH notamment de la PrEP. Et chose que je n'ai pas abordée, mais le test again, donc réitérer le test, même en population générale, pour un dépistage généralisé. L'OMS a des recommandations là-dessus et recommande notamment de tester tous les ans dans les zones très endémiques. Voilà, je vous remercie et j'attends vos questions. Bien, merci beaucoup, Karen, pour cette très belle présentation. On a déjà un certain nombre de questions. Tu peux départager ton écran. D'accord, comme ça, je vais. Voilà, on a un certain nombre de questions déjà dans le Q&A. La première question, c'est Bourema qui demande quelle est la fréquence recommandée du dépistage du VIH chez les PS, j'imagine personnel soignant. Personnel. Bien non. Les PS ou TS? PS, personnel soignant, j'imagine. Eh bien, je ne sais pas s'il y a des choses qui sont… Première question que je ne connais pas, mais je ne sais pas s'il y a des recommandations spécifiques pour le personnel soignant en termes de VIH, en tout cas. L'hépatite, normalement, ils doivent être vaccinés. Donc, voilà, je ne connais pas de recommandations spécifiques au personnel soignant. Ah, professionnel du sexe, c'est bien ce que je me disais. Doit avoir été testé et vacciné. Ah, d'accord. Voilà, je trouvais ça bizarre, mais voilà. Donc, je les aurais appelés travailleurs, mais du coup, professionnels du sexe. Oui, eux considèrent en fait qu'on consiste en un groupe à risque, les professionnels du sexe. Et avec, en tout cas en France, la recommandation est de au moins 1 fois par an, plus si possible. Et également aussi la même recommandation pour les clients de ces professionnels du sexe. Voilà. Et est-ce que, je prolonge la question, est-ce qu'en France, il y a des données sur la prévalence du VIH chez les travailleuses du sexe selon le pays d'origine? Alors, c'est très difficile. Pour le coup, c'est une très petite population. Et je ne pense pas qu'on ait beaucoup de données. En tout cas, il y a quelques enquêtes, mais il n'y a pas des données très robustes sur la prévalence. La prévalence est relativement élevée. Elle est d'autant plus élevée quand ce sont des personnes qui viennent souvent des personnes transgenres qui viennent d'Amérique latine, mais je ne connais pas les chiffres exacts. D'accord. On a une question par rapport à index testing. Est-ce que ça te parle? C'est le testing des proches ou de la famille des gens qui sont positifs? Ou bien c'est… Je ne sais pas si je me demandais si vous appliquez l'index testing pour le dépistage du VIH. Alors, je ne sais pas. C'est exactement ce que ça veut dire, l'index testing. Après, si on parle en effet de dépistage des proches ou des partenaires d'un cas index, c'est quelque chose qui est fait dans pas mal de pays anglo-saxons, dans pas mal d'autres pays d'ailleurs, que l'on tente de mettre en place avec grande difficulté réglementaire en France.
Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est habituel en France. Mhm. Mais je sais que ça fonctionne très bien. Mais là, j'en ai pas parlé parce que finalement, c'est une sorte de dépistage ciblé, Mhm. voire ultra ciblé, puisque justement, on va proposer un dépistage des personnes qui vont être très exposées. Mhm. Une question par rapport aux médecins généralistes. Je vous demande à tous, s'il vous plaît, d'éviter les abréviations parce que c'est très compliqué de lire les questions avec toutes ces abréviations. Mais une des questions, c'est bonsoir, pourquoi y a-t-il une réticence des MG, donc des médecins généralistes, j'imagine, à proposer leurs tests à leurs patients? Le, il y a eu plusieurs choses qui ont été répondues. La première chose, c'est qu'ils font de la médecine personnalisée et que donc du coup, ils vont aller vraiment faire quelque chose pour leurs patients. Donc, quelque chose un peu comme ça, proposé à tout le monde sans notion de risque, ça les dérangeait un peu. Il y a aussi vraiment la barrière de les médecins généralistes finalement connaissent assez bien les personnes et parfois connaissent toute la famille et que il y a un vrai frein à proposer ce type de dépistage qui est très ancré dans la sexualité et ils se disent c'est un peu de la stigmatisation anticipée, ils se disent oh là là mais lui si je lui propose un test de dépistage mais qu'est-ce qu'il va penser? Bref, il est tellement pas à l'aise qu'il ne propose pas. Et c'est pas quelque chose qui est franchement affiché, mais qui est, je pense, la raison Hmm. la plus importante. Tu penses que les généralistes ont l'impression qu'ils ont besoin d'aborder la sexualité? Ça, c'est ma question, hein. Tu penses qu'ils ont l'impression qu'ils ont besoin d'aborder la sexualité pour proposer un test? Mais je pense que c'est quelque chose qui est très, moi, je pense que non. Mhm. Et c'est pour ça que c'est semaine du dépistage avec un affichage. C'est la semaine du dépistage, j'en propose à tout le monde, c'est hyper simple. Voilà. Mais il faut vraiment leur donner des outils comme ça pour le faire parce que sinon, le lien sexualité-VIH est vraiment très fort, voire trop fort. Le fait d'ajouter les hépatites permet déjà un peu de modérer ce lien fort avec la Mhm. sexualité, en tout cas dans l'imaginaire. Mais voilà. Je pense aussi que la normalisation de tout ça est importante. Et c'est vrai que quand on pose la question aux patients, c'est quand que vous avez eu votre dernier test au lieu de est-ce que vous avez eu des relations à risque, voilà, ça change tout. Et je pense que, Complètement. ouais. Et je pense que beaucoup ont de la peine à réaliser en fait qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans toutes ces. Il vaut bien mieux pas rentrer dans toutes ces histoires de sexualité, surtout si vous êtes généraliste et que Ouais, vous voyez une famille, etc. c'est ça. C'est ça, mais finalement, c'est des outils qu'il faut leur donner et, Mhm. c'est pas évident finalement de leur transmettre tous ces outils. Voilà. Euh, Quelle est la conduite à tenir? Ça, c'est une question qui diverge un petit peu de la thématique, mais qui est intéressante. Quelle est la conduite elles viennent tellement vite, les questions, qu'elles défilent devant moi et je les perds de vue à chaque fois que j'en lis une. Quelle est la conduite à tenir pour une personne séropositive VIH en couple et qui refuse de partager son statut avec son conjoint ou sa conjointe? Ah, bah, c'est assez simple, qu'elle prenne très très bien son traitement pour avoir une charge virale contrôlée et ne pas transmettre. Je pense que c'est ça le plus simple. Ouais, c'est effectivement ce qu'on essaie de faire toujours à la consultation. Donc, d'abord, on encourage cette personne à vraiment partager son statut parce qu'il y a que du positif dans le partage du statut. On propose à la personne de venir avec son partenaire ou sa partenaire à la consultation pour qu'on puisse le faire ensemble si c'est souhaité. Et puis, c'est très rare, on a besoin de forcer finalement le truc, mais c'est sûr que si un patient ne prend pas son traitement et qu'il continue à avoir des relations sans préservatif, alors à ce moment-là, vous êtes obligé au bout d'un moment d'intervenir. Mais c'est quand même très, très, très rare ce genre de situation-là. Euh, il nous reste une minute à peu près. J'avais une question qui est partie, mais qui demandait encore une fois, et peut-être qu'il faut encore une fois le préciser, par rapport au triple test. Est-ce qu'il y a des TROD qui sont validé, efficace pour tester les trois, VIH, hépatite C et hépatite B, comme ça? Euh, un, 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 un TROD par virus. Je ne crois pas qu'il y ait des TROD combinés qui soient qui aient des performances suffisantes. Euh, D'accord. il y avait celui-là là, que
je vous ai présenté, Mhm. qui avait l'air d'être un prototype. Bon, j'ai pas fait vraiment la littérature sur sensibilité, spécificité des TROD. En tout cas, voilà, je pense que c'est encore des TROD séparés. Mm. D'accord. Très bien. Alors, écoutez, vous êtes 200 à être avec nous et c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions qui fusent. On n'a malheureusement pas le temps de répondre à toutes ces questions-là. On essaye de répondre à certaines de ces questions pendant les exposés aussi directement. Je le ferai encore durant la dernière présentation aussi, mais on n'arrivera probablement pas à répondre à toutes les questions. On s'excuse déjà d'avance. Voilà, mais merci beaucoup Karen Merci à vous. pour cette très belle présentation. Il y a certaines thématiques qu'on n'a pas pu aborder. Je permets peut-être de dire ici que durant l'année suivante, on va aborder des thématiques bien plus spécifiques et peut-être un peu moins générales. Et je vois qu'il y a eu notamment ici plusieurs questions sur l'autotest, qui est vraiment une thématique importante aussi. Et donc, on prévoit de faire durant l'année qui suit une séance où on sera beaucoup plus précis par rapport à certains tests, notamment l'autotest, où on a aussi des spécialistes, notamment dans le continent africain aussi, qui font partie de notre communauté Afravi. Voilà, je te remercie Karen et Merci. je vais prendre la parole maintenant pour continuer avec l'hépatite C. Le temps de partager mon écran avec vous. Donc, on a parlé du VIH, on a parlé un peu moins du VHB, tout en sachant que le VHB, véritablement, surtout sur le continent africain, eh ben, l'hépatite B, c'est un dépistage généralisé qui est recommandé. Et donc, dépistage généralisé, ça veut dire que chaque personne devrait avoir une fois dans sa vie un test pour l'hépatite B. Donc, finalement, la recommandation, elle est facile. Il faut que tout le monde soit testé au moins une fois. Comment est-ce qu'on fait un dépistage généralisé en milieu communautaire, notamment en Afrique subsaharienne pour l'hépatite B? Ça, c'est nettement plus compliqué. Et je pense pas pour l'instant qu'il y ait véritablement une ligne de conduite à tenir pour la suite. Mais c'est une thématique importante aussi qui demande vraiment beaucoup plus de temps de discussion. Voilà, comme je vous l'ai dit, je poursuis donc moi-même avec les stratégies de dépistage de l'hépatite C. Une autre thématique, vous le verrez, un petit peu différente du VIH ou de l'hépatite B, parce qu'on recommande nettement moins souvent un dépistage généralisé. Voilà, donc je me permets de faire un petit rappel concernant les hépatites virales. Et pour vous dire que la mortalité liée aux hépatites virales est en augmentation constante. Ça, ce sont des chiffres de l'OMS qui nous montrent que la mortalité augmente. C'est la ligne rouge que vous voyez au milieu du graphique, augmente, alors que la mortalité liée aux autres grandes infections, le malaria, VIH, a plutôt tendance à baisser. Et si on regarde quelles sont les hépatites virales qui causent le plus de décès, eh bien, c'est d'abord l'hépatite B, à peu près 1 million de décès par année, suivi de l'hépatite C, à peu près la moitié, proche de 500 000 décès par année. Et ces décès sont surtout dus à la cirrhose, et donc aux complications de la cirrhose, ainsi qu'au carcinome hépatocellulaire. Si on essaie de chiffrer donc le nombre d'infections hépatite B, C et VIH, vous voyez que dans le monde, on a à peu près 260 millions d'infections hépatite B, donc 3% de la population mondiale, un peu moins d'hépatite C, 71 millions, 1% de la population générale, et comme vous le savez, pas loin de 40 millions d'infections VIH. Donc, globalement, on a plus d'infections chroniques hépatite C que de VIH dans le monde. Si on regarde la situation en Afrique globalement, vous voyez qu'on a à peu près une prévalence similaire de l'hépatite C par rapport à la situation globale, également à peu près 1% de la population africaine. Donc, une grosse charge de la maladie, mais heureusement des développements assez extraordinaires dans le domaine du traitement de l'hépatite C ces dernières années. Vous savez tous que les antiviraux à action directe existent, qui sont extrêmement efficaces. Je vais vous montrer un exemple sur la gauche d'une des combinaisons de traitement qui est en première ligne, sofosbuvir, velpatasvir, 12 semaines à comprimer par jour, et vous avez un succès thérapeutique dans tous les génotypes et indépendamment de la fibrose, chez quasiment 100% des personnes qui sont traitées. Et vous voyez que l'impact sur la mortalité et sur le carcinome hépatocellulaire est évident, même dans les cohortes virales. Là, vous voyez la cohorte hépatite française, hépatère, et vous voyez qu'on a une réduction de la mortalité assez impressionnante une fois que les personnes ont traité leur hépatite C avec les nouveaux médicaments à action directe. Oui? Pardon de te couper, mais tu avais des quiz, tu peux les faire au début ou à la fin?
J'avais des quiz, effectivement, et ce que je peux faire, c'est que je peux les passer après la partie introductoire. Donc, je te le redis dans 2 minutes. Ok, ça. Merci beaucoup du rappel. Et donc, ce que je vous disais, c'est qu'on a une charge de la maladie importante, mais on a des traitements qui sont intéressants autant pour l'hépatite C et pour l'hépatite B. Et donc, on a une situation dans laquelle l'OMS et d'autres institutions internationales ont appelé à l'élimination des hépatites virales comme problème de santé publique d'ici 2030, ce qui veut dire une réduction de 90% de l'incidence des hépatites virales, donc de nouvelles infections, et la réduction de 65% de la mortalité liée aux hépatites virales B et C. On a des objectifs spécifiques à l'hépatite C pour atteindre l'élimination d'ici 2030. Le vert, c'est la situation actuelle. Le orange, c'est là où on veut en arriver en 2030. Vous voyez que en termes on va dire d'utilisation des produits sanguins et donc de testing des dons de sang, on est assez bon, on est quasiment à 90% de tests. Par contre, si vous regardez par rapport aux tests diagnostiques hépatite C dans la population générale, on a à peu près 20% des personnes qui ont une hépatite C, qui ont été testées, et puis moins de 10% qui ont été traités pour l'hépatite C. Donc, vous voyez qu'on est encore très loin des objectifs d'élimination des hépatites virales. Et ça passe par un testing vraiment très important. En termes d'épidémiologie, je vous montre encore ici que la prévalence de l'hépatite C, comme je le disais, est assez semblable selon où on se trouve. C'est-à-dire que vous avez une prévalence élevée à plus de quelques pourcents dans quelques pays, notamment en Égypte, mais qu'en général, si on se trouve en Amérique du Nord, en Europe ou en Afrique subsaharienne, on a une prévalence qui est en général autour de 0,5 à 1,5%. Voilà. Je pars dans les stratégies de dépistage et avant de partir dans les stratégies de dépistage, on va faire le quiz comme Laura nous proposait. Donc, voici le quiz. Merci beaucoup. Et les 2 questions auxquelles j'aimerais que vous essayiez de réfléchir. La première, selon le contexte épidémiologique, les stratégies de dépistage de l'hépatite C suivantes sont valables et recommandées par l'OMS, sauf, c'est-à-dire il y en a 3 valables et une qui n'est pas valable et vous devez me dire laquelle n'est pas valable. Est-ce que c'est le dépistage de la population générale? Est-ce que c'est le dépistage cible sur les personnes le plus à risque? Est-ce que c'est le dépistage d'une cohorte de naissance? Ou est-ce que c'est le dépistage à la naissance? Laquelle de ces 4 stratégies n'est pas une stratégie de dépistage du VHC recommandée par l'OMS? La deuxième question, à nouveau dans le même mode, vous devez me trouver une réponse qui est fausse. Les groupes de population à risque suivantes sont généralement considérés lors de dépistage ciblé de l'hépatite C. Les travailleuses du sexe, les usagers de drogues injectables, les personnes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, et les personnes provenant de pays à forte endémie. Un de ces 4 groupes de personnes n'est en général pas inclus dans les stratégies de dépistage ciblées pour l'hépatite C. Je vous laisse quelques secondes encore pour répondre. Et puis, Laura, quand tu as un nombre de réponses suffisantes, on y va avec les réponses. Ok, on est à 30% là. Alors, on attend encore 10 secondes, alors. Je vous rappelle que vous devez me donner qu'une seule réponse par question, et c'est la réponse fausse que vous devez me donner. « 42%. Ouais, je crois qu'on peut y aller, je crois, Laura. Voilà, super. OK. Alors, à la première question, on a un nombre le plus important de votes pour le dépistage à la naissance qui était la réponse à cocher. Donc, c'est juste. Le dépistage à la naissance n'est en général pas recommandé pour l'hépatite C. Donc, c'est une réponse correcte. Et puis, je vois que la deuxième question était assez problématique et je le comprends. Et puis, on va revenir dessus. En général, la prévalence de l'hépatite C est très élevée chez les usagers de drogues injectables. Donc, ça, c'est vraiment un groupe très important pour le dépistage de l'hépatite C. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes aussi. Et puis, les personnes qui proviennent de pays à forte endémie en général aussi. Les travailleuses du sexe sont de manière moins évidente une population cible pour l'hépatite C parce qu'on n'a pas vraiment d'évidence que les travailleuses du sexe ont une prévalence de l'hépatite C plus élevée.
Voilà, donc on va continuer d'exposer et puis on va parler maintenant vraiment spécifiquement des différentes stratégies de dépistage possibles pour l'hépatite C. Les recommandations de l'OMS nomment 3 stratégies distinctes de dépistage de l'hépatite C. Il y a la stratégie qui est focalisée sur les groupes à risque. Karen nous en a parlé pour le VIH aussi. On a la deuxième stratégie, et celle-là, on n'a pas posé encore. Et c'est une stratégie qui est souvent évoquée spécifiquement pour l'hépatite C. C'est le testing d'une cohorte de naissance, et on va y revenir. Et puis finalement, le testing de la population générale. Et là, en général, on procède à cette stratégie-là si on a une prévalence élevée dans la population générale, en général plus de 2%. Donc, le dépistage ciblé, il va principalement s'intéresser à des populations qui ont une séroprévalence élevée, donc notamment des populations migrantes de pays qui ont une prévalence élevée d'hépatite C, mais aussi, comme je l'ai déjà évoqué, des personnes de groupes à risque, notamment les personnes qui injectent des drogues, les prisonniers, les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, les enfants de mères positives, et puis les personnes qui vivent avec le VIH. Vous noterez que les travailleuses du sexe sont nommées ici. On sait que les travailleurs du sexe ont un risque en général plus élevé, moins clair pour les travailleuses du sexe. La suspicion clinique d'hépatite, bien évidemment, est une raison de tester pour une hépatite C. Ce que je retiens de toute cette liste, c'est finalement qu'il est très important de connaître l'épidémiologie locale. Et connaître l'épidémiologie locale de l'hépatite C, c'est pas facile, parce que vous avez de grosses différences selon le pays où vous vous trouvez. Je vous donne ici 4 exemples d'études qui nous viennent d'Afrique, qui nous montrent qu'on a dans chacun de ces pays des populations bien distinctes dans lesquelles on va trouver plus d'hépatite C. Une étude chez les coiffeurs et les barbiers au Maroc, vous voyez que 5% des personnes qui ont été testées avaient des anticorps pour l'hépatite C. En population générale en Égypte, vous savez que l'Égypte a une très très forte population avec une hépatite C suite à des traitements médicaux contre la bilharziose dans les années 70. Je vous montre également une étude chez les personnes qui injectent des drogues au Sénégal, où cette étude, plus de 500 personnes qui consomment des drogues ont été testées et 23% avaient une hépatite C. Et finalement, une étude en Tunisie qui nous montre que les hémophiles ont une prévalence très élevée d'hépatite C. Donc, vous voyez que on a des groupes à risque qui sont bien distincts selon les régions et qu'il faut connaître avant de mettre en place une stratégie. Ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est que ces groupes à risque changent avec le temps. D'accord? Donc, vous pouvez avoir une situation où, et c'était le cas en Suisse et en Europe, dans les années 70, 80 surtout, vous aviez surtout l'hépatite C chez les personnes qui injectaient des drogues. D'accord? Cela a changé, surtout dans les cohortes VIH, et je vous montre un exemple de la cohorte VIH suisse. Vous voyez dans le graphique de gauche que la ligne noire était l'incidence de nouvelles infections chez les personnes qui injectent des drogues. Vous voyez qu'elle baisse progressivement grâce à l'accès aux méthodes de réduction des risques chez les injecteurs de drogue. Par contre, vous avez au début des années 2000 une incidence tout d'un coup très élevée chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes en rouge. Une flambée d'infections dans ce groupe de personnes-là. Et vous le voyez encore différemment dans le graphique de droite. Vous voyez chaque année le nombre de nouvelles infections. Et vous voyez que plus on avance vers la droite, plus vous avez des colonnes rouges, et ça, c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Et vous voyez que chez les toxicomanes, on a presque plus d'infections. Donc, il faut être attentif au changement aussi de ces paramètres avec les années. On parle rapidement de ces 2 groupes à risque principaux. Donc, tout d'abord, les toxicomanes, les personnes qui injectent des drogues. J'aimerais mentionner ici vraiment l'importance de la réduction des risques pour diminuer l'hépatite C. On sait que les personnes qui injectent des drogues représentent à peu près 10% des infections hépatite C dans le monde. D'accord? Ce qui est très important, c'est que le 50% ou même plus de ces infections hépatite C chez les injecteurs de drogue se retrouvent dans 4 pays. La Russie, les États-Unis, la Chine et le Brésil. Ça veut dire, dans ces 4 pays-là, vous avez plus de la moitié des hépatites C chez les toxicomanes. Et si vous vous demandez pourquoi, eh bien, on trouve la réponse dans le graphique qui est à la gauche. Vous voyez ici les interventions de réduction des risques. Sur l'axe des Y, vous voyez la distribution de seringues, et puis sur l'axe des X, l'accès aux opioïdes de substitution. Et vous voyez que ces pays-là, notamment les États-Unis et la Chine, se retrouvent très bas dans ce graphique-là, donc ont un très mauvais programme de réduction des risques, et c'est principalement pour ça qu'on retrouve encore beaucoup d'infections hépatite C dans ces pays. La Russie n'est même pas sur
n'est même pas sur le graphique parce qu'on n'a aucune donnée sur des programmes de prévention en Russie. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les infections chez les toxicomanes ont diminué dans de nombreuses régions en Europe, mais sont toujours encore très présentes dans certaines régions qui ont peu d'accès au programme de réduction des risques. Et c'est également le cas en Afrique subsaharienne. Il ne faut pas l'oublier, dans la plupart des grandes villes en Afrique subsaharienne. Je vous ai montré le cas de Dakar, mais il y a d'autres villes où on a une situation similaire. On a la consommation de drogue et donc on a une accumulation d'infections hépatite C dans ces villes-là aussi. Par contre, je vous ai montré le phénomène des infections chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Pour l'instant, on n'a pas véritablement pu mettre en évidence ce genre de phénomène en Afrique subsaharienne. Donc, dans les cohortes de HSH qui ont été testées en Afrique subsaharienne, pour l'instant, on n'a pas vu d'accumulation d'hépatite C. Ça, c'est la plus grande étude en Afrique francophone jusque-là. Vous voyez, 800 hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes ont été testés pour l'hépatite C dans différents pays. Et vous voyez qu'il n'y a que 6 à 7 infections hépatite C sur ces 800 personnes, donc encore un nombre très, très faible. Mais c'est important de monitorer cela et de faire des testings réguliers dans ces populations. J'aimerais encore vous montrer comme le dépistage ciblé, surtout quand on se trouve dans un pays comme un pays européen, c'est finalement très compliqué. Voici la liste, et c'est normal que vous n'arriviez pas bien à la lire parce qu'il y a tellement d'éléments sur cette liste. Ça, c'est la liste que les médecins généralistes sont censés observer par rapport aux facteurs de risque pour l'hépatite C. On demande aux médecins généralistes de faire un test de l'hépatite C chez leurs patients s'ils présentent un de ces facteurs de risque. Vous imaginez bien qu'un médecin généraliste qui voit 40 patients par jour et qui a donc 15 minutes par patient, ça lui est absolument impossible de traverser cette liste pour chacun de ses patients. Donc, vous voyez que la faisabilité du dépistage de personnes à risque est très, très compliquée, en plus du fait que, comme on l'a mentionné tout à l'heure, ça demande une discussion sur tous ces facteurs de risque et un médecin généraliste aura beaucoup de difficultés à demander à une personne de 65 ans qui le suit depuis 20 ans s'il a consommé des drogues il y a 30 ans là. Donc, la faisabilité est vraiment douteuse par rapport à cette stratégie. C'est pour ça que certains pays ont adopté une stratégie de dépistage dans les cohortes de naissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans beaucoup de pays, vous avez une distribution des infections de l'hépatite C, selon l'âge. Vous voyez la courbe de la distribution des infections hépatite C en Suisse. Vous voyez que les personnes qui sont nées entre les années 50 et 80, eh bien, on retrouve beaucoup plus d'infections chez ces personnes-là. Donc, il y a un intérêt tout à fait clair à prioriser ces tranches d'âge-là si on veut trouver plus d'infections hépatite C. Et ce phénomène-là, on le retrouve pas seulement en Suisse ou aux États-Unis. Les États-Unis font activement ce dépistage-là dans de nombreux États aux États-Unis. Vous avez le même phénomène dans certains pays africains. Voici un papier qui a été fait au Cameroun, qui nous montre que dans certaines régions du Cameroun, vous avez une prévalence très élevée de l'hépatite C dans certaines tranches d'âge. Vous voyez dans le graphique à droite que dans une des régions, chez les personnes qui sont nées entre les années 40 et 50, vous avez une prévalence qui va jusqu'à 50%. Donc, il y a un réel intérêt, encore une fois, de connaître l'épidémiologie de l'hépatite C dans sa population et ensuite de tester des tranches d'âge qui sont plus à risque d'avoir une hépatite C que d'autres. Et finalement, je vous ai parlé de la stratégie de dépistage généralisée, en général dans les populations qui ont plus de 2% de prévalence. Je vous ai mentionné l'Égypte, il y a un certain nombre d'autres pays qui ont une prévalence très élevée. Je signalerai ici qu'il y a quelques années, la France a aussi émis une recommandation de dépister de manière générale la population en France. Cela était basé sur une analyse de coût-efficacité qui montrait que c'était coût-efficace de faire un dépistage généralisé. Mais encore une fois, quand vous parlez aux gens qui ont l'habitude d'implémenter ce genre de stratégie, on réalise que c'est très, très difficile à implémenter à une large échelle dans un pays comme la France. Donc, pas sûr que ce soit ça la meilleure recommandation à faire. En Suisse, on a effectué un travail de modeling mathématique pour voir quelle serait la meilleure solution dans le contexte suisse. Et ici, on compare le nombre d'infections qu'on aurait d'ici 2030 selon les différentes stratégies de dépistage. Donc, le bleu clair, c'est toujours les infections virémiques qui sont pas décelées selon les stratégies. Et vous voyez, en haut à droite, vous avez la stratégie actuelle qui est basée sur les facteurs de risque et vous voyez que sur les 10 000 ou les 15 000 personnes qui ont actuellement une infection et qui ne le savent pas, eh bien, en 2030, on aurait toujours encore 7 ou 8 000 personnes qui ont une infection chronique qu'on n'a pas dépistée. Par contre, si vous allez dans un dépistage de cohorte de naissance, vous arrivez à des chiffres beaucoup plus bas de nombre d'infections qui restent en 2030. Et puis, bien sûr, avec le dépistage généralisé, vous en avez encore moins. Donc, c'est sûr que chez nous, on essaye
d'évoquer la coordonnaissance comme un bon moyen de dépister. La réaction des politiciens chez nous, c'est souvent de dire oui, vous avez 10 000 infections, mais est-ce que ces 10 000 infections, elles sont si importantes que ça? C'est-à-dire, est-ce que c'est ces personnes-là qui vont développer des complications ou non? Et cette question-là, elle est bien sûr difficile à répondre. Mais je pense qu'il y a une véritable place pour le dépistage de l'hépatite C selon les tranches d'âge qui sont le plus importantes. Je vais finir mon exposé par 2-3 slides par rapport au test anticorps pour l'hépatite C, parce que c'est important de réaliser que le test anticorps, c'est le test qu'on utilise pour faire un dépistage de l'hépatite C, mais il n'est pas toujours extraordinaire, ce test anticorps. Ça, c'est une étude dans une cohorte VIH en Ouganda. Ils ont testé 1000 personnes VIH pour l'hépatite C. Et vous voyez dans la case de gauche que 76 ont eu un test anticorps positif. Par contre, quand il s'agissait de confirmer avec une charge virale, eh bien, il n'y avait aucune infection chronique hépatite C. Ce que montre l'analyse multivariée, c'est que les personnes qui avaient un test positif schistosoma, bilharziose, avaient des chances beaucoup plus élevées d'avoir un test faux positif pour l'hépatite C. Donc, potentiellement, des réactions croisées entre différentes infections peuvent expliquer des faux tests positifs. Le message de cela, c'est qu'il faut toujours confirmer une infection hépatite C à anticorps positifs avec une charge virale, ce qui n'est pas tout à fait évident et on va y revenir. Nous avons effectué une méta-analyse pour observer ce phénomène-là. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a inclus toutes les études qui avaient fait ce genre de testing avec anticorps et charge virale. 108 000 personnes infectées par le VIH ont été incluses dans cette étude-là, de 150 études, 35 pays. Et ce que vous voyez, c'est la prévalence à gauche des anticorps anti-HCV, à peu près 9% parmi les personnes qui vivent avec le VIH dans les différents pays d'Afrique, une prévalence plus élevée dans les pays en rouge. Par contre, quand vous passez à la prévalence de la charge virale à droite, vous voyez que le rouge tourne vers du bleu plutôt, donc vous avez une prévalence plus faible qui va plutôt vers le 1 à 2%. Donc, on surestime massivement la prévalence de l'hépatite C si on n'utilise que des tests anticorps. Le problème, c'est que les tests de charge virale sont très peu disponibles dans beaucoup d'endroits. Ça, c'est une étude qu'on a fait dans le cadre de la collaboration IDEA en Afrique. On a testé on a regardé dans une cinquantaine de cliniques VIH et on a regardé qui avait à disposition les différents tests. On se focalise aujourd'hui ici seulement sur les bleus, donc les tests hépatite C. Et vous voyez que dans les différentes régions africaines, vous avez en général la disponibilité des tests anticorps hépatite C, en Afrique australe dans plus de 80% des cliniques, en Afrique de l'Ouest dans 90% des cliniques aussi. Par contre, quand il s'agit de la charge virale, en bleu clair, vous voyez que la plupart des cliniques n'ont pas accès à la charge virale hépatite C. Donc ça, c'est un problème. Et je dirais qu'il va falloir maintenant, dans beaucoup de programmes et beaucoup de pays africains, avoir une réelle idée de la prévalence de la positivité aux anticorps hépatite C pour finalement savoir si il faut avoir accès de manière plus large aux charges virales également pour confirmer cette hépatite C. Voilà, je termine avec une slide de résumé pour vous dire que, comme on l'a vu, 1% de la population mondiale a une hépatite C chronique. Et la plupart de ces infections sont concentrées dans des populations à risque. Et là, il faut surtout se souvenir des personnes qui injectent des drogues. On a différentes stratégies de dépistage. Je vous en ai parlé. Dépistage ciblé, qui est fait dans la plupart des pays. Dépistage de corps de naissance, qui est vraiment intéressant et qui est implémenté aux États-Unis déjà. Et puis finalement, un dépistage généralisé qui paraît un peu moins réaliste. Le testing VIH ciblé paraît vraiment être la meilleure solution parce que c'est coût efficace, ça demande moins de ressources, on teste moins de monde et on a des résultats qui sont plus intéressants parce qu'on découvre plus d'infections par rapport au nombre de tests qu'on fait. Par contre, il faut connaître son contexte épidémiologique pour le faire et c'est souvent pas le cas. L'efficacité, elle n'est pas vraiment prouvée et puis sa faisabilité, comme je vous l'ai montré, de faire une anamnèse chez chacune des personnes pour savoir quels sont ses facteurs de risque ne paraît pas extrêmement facile à effectuer. Et comme Karen, je finis avec un message semblable au sien, keep calm and get tested. C'est le message du jour. Tester, tester et encore tester. Voilà, je m'arrête ici. Et on a aussi une dizaine de minutes pour faire des questions et des réponses. Est-ce que Karen, tu es encore là? Ouais, je suis là, vous voyez, vous m'entendez. Tu as pu voir un petit peu les questions qui venaient? Ben alors, j'arrive pas à voir les nouvelles. C'est en haut ou c'est en bas? C'est en bas plutôt les nouvelles, je pense.
C'est plutôt en bas. Ah oui, là, ok. Non, mais en attendant de voir un Oui, peu oui. tout ça, moi, je voulais voir un peu comment le dépistage par cohorte de naissance, comment il s'organise du fait, Ouais, comment il pourrait s'organiser. ouais. C'est vraiment une super question et c'est là est toute la difficulté en fait. Alors les États-Unis, il y a plusieurs États aux États-Unis où ils ont un système très intéressant. Je sais que l'État de New York notamment a beaucoup de succès avec ces stratégies-là. Vous avez dans le système informatique de la plupart des hôpitaux dans l'État de New York un système d'alarme où quand une personne va à l'enregistrement à l'hôpital ou au desk ou à la réception et qu'elle donne sa date de naissance, dès que la date de naissance est rentrée dans le système, vous avez une alarme et puis ça dit à la personne au guichet que cette personne pourrait tester pour l'hépatite C et le test lui est proposé avant même la consultation médicale. Et ça, c'est un système qui est assez efficace dans l'État de New York. Je sais que certains autres États ont essayé de le faire et je pense que c'est la meilleure solution de le faire. C'est difficile de le faire différemment, mais en tout cas, au moins, on puisse le faire dans les structures de santé paraît vraiment une solution intéressante. Très bien. Donc, il y avait pas mal de questions justement qui portaient là-dessus. Je pense que euh, tu as répondu. Il y avait une question qui voulait demander, je voudrais bien comprendre les changements de la dynamique de la co-infection VIH-VHC. Alors, encore une fois, la dynamique, tu peux juste répéter, excuse-moi. Ouais, je voudrais bien comprendre les changements de la dynamique de la co-infection VIH-VHC. Je pense que c'est la diapositive, si je ne me trompe pas, qui montre qu'avant, on avait surtout chez les Oui, personnes VIH des personnes qui injectaient les drogues et que maintenant, on a plutôt des HSH. Je pense que, enfin, je comprends que c'est ça. d'accord. Alors, euh, c'est une question qui est vraiment fondamentale, surtout pour l'instant, on l'a vraiment vu dans les pays européens où il y a eu cette transition véritablement, surtout due aux mesures de santé publique qu'on met en place pour un problème et puis au manque de mesures de santé publique pour d'autres problèmes. Donc, c'est ce qui s'est passé un petit peu en Europe, dans la plupart des pays en Europe, où on a des mesures de santé publique pour la réduction des risques d'infection qui ont été mises en place pour les personnes qui injectent des drogues, qui ont eu un grand succès, où ça a été mis en place correctement, où on a vraiment réduit massivement le nombre de nouvelles infections. Et puis, ça nous a un petit peu échappé le phénomène de la transmission sexuelle, surtout donc, dans le rapport anal, donc les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, surtout. Ça nous a un peu échappé cette thématique-là, et puis c'est seulement par après qu'on a réalisé. Et quand il faut s'adresser au comportement sexuel, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Et donc, on a un petit peu dans la difficulté de mettre en place des stratégies correctes pour diminuer la prise de risque sexuelle et prévenir la transmission de l'hépatite C. Donc, c'est ça qui s'est un petit peu passé dans les années 2000. Beaucoup moins d'infections chez les personnes qui injectent des drogues et beaucoup plus chez les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Cette transition, elle n'a apparemment pas encore vraiment eu lieu pour l'instant en Afrique. Il faut dire aussi qu'en Afrique, on a surtout un pool d'infections très importantes chez les personnes plus âgées suite à des interventions médicales, que ce soit des vaccinations, que ce soit d'autres traitements dans les années 70 et 80. Merci beaucoup. Il y avait une question sur la deuxième question du quiz qui apparemment n'avait pas été très bien compris sur les populations à risque. Oui, j'ai pensé que ça allait. Quand je l'ai envoyé, je me suis dit, aïe, j'espère pas que ça va être mal compris. J'ai écrit cette question-là parce que je voulais surtout que les participants à ce webinaire se souviennent que les populations à risque principales pour l'hépatite C, c'est vraiment les personnes qui injectent des drogues et c'est les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes. Ça, c'est vraiment les deux populations absolument clés pour l'hépatite C. Quand on regarde un petit peu les chiffres chez les travailleuses du sexe, on n'a pas tellement l'impression qu'il y a une grosse prévalence de l'hépatite C chez les travailleuses du sexe parce que la transmission hétérosexuelle n'a pas véritablement été mise en avant comme manière de transmettre l'hépatite C, c'est-à-dire un rapport vaginal habituel n'est pas véritablement un facteur de risque important pour la transmission de l'hépatite C. C'est pour ça que je voulais un petit peu montrer que le rapport hétérosexuel est beaucoup moins important dans la transmission que d'autres rapports à risque. Et donc, si vous regardez un petit peu chez les travailleuses du sexe en Europe, vous n'avez pas un dépistage systématique qui est proposé de l'hépatite C. Les questions tournent. Ah, s'il vous plaît. Je n'ai pas. Ah oui, là. Bon.
la relation entre l'hépatite C et le traitement de la bilharziose en Égypte, parce que c'était un traitement par voie injectable et que les seringues n'étaient pas changées entre chaque personne, en fait. Oui, exactement. C'est ça le problème principal. Et c'est vrai que c'est une chose qu'il faut savoir. J'avais une slide là-dessus, puis je l'ai enlevée finalement parce que ça prenait trop de temps. Mais effectivement, dans les années 70-80, le traitement de la bilharziose se faisait par injection répétée. Et donc, vous aviez des milliers de gens qui venaient dans les cliniques. Les seringues étaient utilisées, elles étaient rincées à l'eau et réutilisées pour la prochaine personne qui venait. Donc, il faut vous imaginer que toutes les personnes étaient contaminées, rentraient à la maison, faisaient une hépatite C aiguë, avaient une charge virale très élevée et revenaient pour recevoir à nouveau des traitements. Donc, on avait une circulation absolument massive d'hépatite C et on se retrouvait avec plus de 10 millions d'infections hépatite C en Égypte. Ok. Et peut-être une autre question encore d'une personne qui remercie pour la présentation. Comment expliquer la faible spécificité de la sérologie VHC, même s'il n'y a que 20% de chances de guérison spontanée? Est-ce que le fait d'utiliser une sérologie avec une recherche des IgM pourrait améliorer la spécificité? Oui, ça c'est une très bonne question. Donc, le 20% de guérison, c'est juste. Une partie de ces tests anticorps positifs mais charge virale négative pourrait être expliquée par des infections résolutives, mais ça n'explique pas cet immense gap. Ça veut dire on sait qu'il y a à peu près un tiers peut-être au maximum des personnes qui ont une infection hépatite C qui arrivent à une résolution spontanée, mais pas beaucoup plus que ça. D'accord? Donc tout le reste de ces personnes-là ont probablement des tests faux positifs et les tests faux positifs sont effectivement dus à une ribambelle de raisons qui sont parfois difficiles à comprendre. Le test IgM, effectivement, pourrait aider, mais vraiment seulement dans l'infection aiguë. Et donc, quand on fait un dépistage, en général, on va pas dépister pendant la période aiguë. Donc, je pense pas que ça va véritablement aider dans ce genre de stratégie. Ok. Ah oui, en effet, il y a des mains levées qu'on n'avait pas regardées. Mais je pense que c'est des personnes. J'ai posé les questions. Si j'ai posé votre question, est-ce que vous pouvez baisser votre main, du coup, pour voir s'il y a… Je vois une question, là, juste tout à la fin, par Emmanuel, qui nous demande, j'ai pas compris la slide sur le Cameroun. Voilà. En termes de cohorte VHC au Cameroun. J'essaie de la réexpliquer. Je vous parlais de cohorte de naissance, donc de distribution de l'hépatite C selon l'âge. Et on a fait un certain nombre d'études au Cameroun où ils ont fait des dépistages de toute la population dans certaines communautés. Ce qu'ils ont réalisé, c'est que dans certaines régions, on avait une prévalence de l'infection hépatite C beaucoup plus élevée chez les personnes plus âgées. Donc, vous avez dans certaines régions jusqu'à 50% des personnes de plus de 60 ans qui avaient une hépatite C. D'accord? Et ce que je voulais dire par cette slide-là, c'est probablement que dans ce genre de région où on sait qu'on a une prévalence beaucoup plus élevée chez les personnes âgées, ça vaudrait la peine de commencer par ces personnes-là pour le dépistage. C'est ça que je voulais dire. Donc, en tout cas, pour une médecin généraliste comme Emmanuel est au Cameroun, si on est dans une région où on sait qu'il y a de l'hépatite C et que vous avez une personne âgée qui vient au cabinet, une personne de plus de 50 ans, on va dire, ça vaudrait vraiment la peine de proposer un dépistage de l'hépatite C à ces personnes. Ça marche. Et il y a Dr Togan qui rappelle qu'il n'y a pas forcément de traitement partout. Et du coup, qui demande quelle organisation et recommandations pour les personnes testées positives en l'absence de traitement. Oui. Alors, on nous pose souvent la question, pourquoi dépister l'hépatite C s'il n'y a pas de traitement? Alors, il y a d'autres choses qu'on peut faire aussi quand on a une hépatite C pour prévenir les complications. Et ça, en dehors de tout traitement. On peut diminuer les autres facteurs de risque. On sait que si vous avez une hépatite C, vous avez un petit pourcentage de chances de développer une cirrhose et un cancer du foie. Ce risque, il est augmenté si vous avez, par exemple, une consommation d'alcool élevée. Donc, vous pouvez tout à fait déjà améliorer au moins les autres facteurs de risque, faire un dépistage de l'hépatite B et diminuer la consommation d'alcool. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Et ensuite de ça, selon le pays où on se trouve, vous aurez un programme de traitement de l'hépatite C. Le Rwanda, c'est un exemple où ils sont en train de traiter massivement pour très peu d'argent. Et dans d'autres pays, vous avez moins accès. Par contre, vous avez de plus en plus quand même des programmes nationaux de lutte contre les hépatites qui mettent à disposition pour certains patients des traitements de l'hépatite C et je pense que ça va augmenter avec le temps. Très bien. Ben, merci beaucoup. Je pense qu'il n'y a plus de nouvelles questions sur de nouveaux thèmes. D'accord. Voilà. OK. Ben, je te remercie, Karen. Merci à toi. Puis je vais on nous dit qu'il y a des mains levées aussi. Oui, il y a des mains levées, mais je crois que ça correspondait…
Attends, on va voir s'il y a des mains À levées. des Laura, questions Laura, posées. si tu vois une main levée à qui on n'a pas donné de parole, on a par exemple Florence Morel qui a levé la main. Oui, depuis le tout début, donc je ne sais pas Oui. si c'est elle à lever, mais je vais lui ouvrir le micro. Alors, donne-lui le micro, ouais. Florence, si tu veux, tu as la parole. Florence, vous êtes en mute encore, il faut activer votre micro. Elle avait levé la main au tout début, donc à mon avis. Ok, d'accord. On essaie avec une deuxième personne alors, avant de passer la parole à la prochaine oratrice. Je te laisse donner la parole à quelqu'un. Oui, alors je suis en train de comparer un peu avec les questions qui avaient été posées. Mamoudou Mariama, je n'ai pas l'impression d'avoir posé la question. Est-ce que vous vouliez poser une question? Bon, là, toutes les personnes qui ont levé la main ont les micros ouverts, donc enfin, peuvent parler en tout cas. Ok. Est-ce que quelqu'un veut parler? Sinon, Monsieur Diop. Ah non, monsieur. Bon, on a apparemment un petit souci avec les mains levées, on est désolé. On est désolé. Bon. Monsieur continue. François connaît peut-être parce que du coup, il y a... Oui. Ah, Bonsoir. Voilà, c'est bon. Là, vous super. m'entendez? Allez-y, Ouais. allez-y. Ben voilà, je vous appelle des Philippines, très loin. Alors, je disais tout à l'heure, c'est la première fois que je participe au webinaire. Je suis docteur François Connet et bien, les deux exposés sont très bienvenus. Et puis, bon, voilà, les exposés ont été très brillants. Donc là, c'est juste pour le dire. Et que je pense que prochainement, ça sera encore plus mieux. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout ça. Merci. On donne la parole à Mariama. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va, je vous en prie. Posez vos questions. Merci pour la présentation. En tout cas, c'est la première fois aussi que je participe à cette formation. Donc, ma question est la suivante. Quelle est la meilleure méthode pour le dépistage du VHC? Quand vous dites la meilleure méthode, c'est quel test? Entre les TDR ou bien voilà, les TDR ou bien je ne sais pas. S'il y a d'autres méthodes. D'accord. Alors, il y a beaucoup de TDR qui existent. Il y a beaucoup de TDR qui existent et il y en a beaucoup qui sont pas super. D'accord? Il y a un TDR qui a été utilisé de manière très fréquente dans les études et qui a été validé, c'est le test OraQuick de Oracho qui peut se faire dans la salive ou dans le sang. Donc, ça existe, il y a des tests. Certains labos, par contre, font un test sérologique au niveau du labo et ça, c'est tout à fait faisable aussi. Donc, il y a une multitude de tests qui existent pour le dépistage. D'accord, merci. De rien. Voilà, je crois qu'on va passer à la suite pour donner assez de temps à Gentiane. Merci beaucoup, Karen. Merci. Et je demanderai donc à Gentiane d'ouvrir sa vidéo, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Est-ce que Gentiane, tu m'entends? Oui, très bien. Bonjour. Magnifique. OK, magnifique. OK. Alors, très bien. On va passer donc à la dernière présentation de la journée. Gentiane Moncel est dermatologue et infectiologue à la Pitié-Salpêtrière, donc à Paris. Elle est responsable du centre de santé sexuelle, Cégide, dans le même hôpital. Donc, on est très content de t'avoir avec nous, Gentiane, et puis tu vas nous parler du dépistage des IST dans les soins VIH. Je t'en prie. Est-ce que vous voulez lancer le... Voilà, juste là. Avec la flèche, je bouge? Voilà, c'est ça, tu vas tuer. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité pour traiter de cette question de comment intégrer le dépistage des IST dans les soins VIH, qui est une question pas facile. En introduction, je voulais déjà rappeler que récemment, en fait, le terme IST s'est progressivement substitué à celui de MST, donc qui voulait dire maladie sexuellement transmissible. Et cette nouvelle approche est pour mieux prendre en considération les infections asymptomatiques.
En effet, avec l'émergence de nouvelles méthodes diagnostiques, notamment les tests d'amplification des acides nucléiques, donc les TAN, on décrit de plus en plus d'IST asymptomatiques. Parallèlement, donc les IST sont toujours en augmentation croissante sur l'ensemble du globe. L'OMS estimait, par exemple, en 2012, la prévalence globale des IST à 357 millions. Et actuellement, on a à peu près plus de 1 million d'IST diagnostiqués par jour. Les IST virales restant les plus fréquentes. Alors, je voulais dire un petit mot de la situation épidémiologique actuelle dans les pays occidentaux. Donc, à cause de l'arrivée du SARS-CoV-2, depuis 2020, on a assisté à une baisse du recours au dépistage, que ce soit pour le VIH, mais également pour les infections sexuellement transmissibles bactériennes. Et donc, on est un peu dans la crainte d'un retard de diagnostic des IST et donc d'une circulation plus importante qui nous échappe. C'est vrai que dans le contexte épidémique actuel, donc à la fois le problème du SARS-CoV-2 depuis 2 ans et puis là, plus récemment, l'apparition du monkeypox virus, on a vraiment envie d'insister la population à reprendre un dépistage plus régulier. D'un autre côté, dans les pays en développement, donc les IST restent également très importantes avec de multiples conséquences, notamment chez les femmes en termes de stérilité. Et donc, il faut absolument renforcer l'information et l'éducation des populations sur ces pathologies. En sachant que je voulais rappeler ici que voilà, le problème de certaines IST qui sont ulcérantes, c'est qu'elles peuvent favoriser le risque de transmission du VIH. Alors, je rappelle que dans les agents étiologiques des IST, ce qui rend la complexité de leur prise en charge difficile, c'est qu'en fait, il y a 13 agents infectieux principaux identifiés. Il y a 6 bactéries, donc 4 principales, donc Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Mycoplasma genitalium. Et puis, il y a 2 bactéries moins fréquentes, mais qu'on voit plus dans les pays en développement, c'est Haemophilus ducreyi et Klebsiella granulomatis. Donc, Haemophilus ducreyi, qui est l'agent du chancre mou, et Klebsiella granulomatis, l'agent de la donovanose. Il y a 4 virus principaux responsables d'IST, donc le VIH, le VHB, les papillomavirus et l'herpès simplex virus. Il y a un protozoaire, Trichomonas vaginalis, et il y a 2 ectoparasites, Sarcoptes cabeyi, l'agent de la gale, et Phtirius inguinalis, l'agent des morpions. Je voulais rappeler ici que les tableaux cliniques entraînés par ces différents agents infectieux peuvent être variables. Vous voyez ici, donc en ce qui concerne les bactéries, vous voyez qu'on peut avoir des tableaux d'urétrite cervicite ou des tableaux d'ulcération génitale éventuellement associés à des bubons. Donc en sachant qu'un bubon est un ganglion, volumineux ganglion inflammatoire rempli de pus. Vous voyez que Neisseria gonorrhoeae, lui, va donner plutôt des urétrites et des cervicites. Ensuite, donc Haemophilus ducreyi, Treponema pallidum, l'agent de la syphilis, Klebsiella granulomatis vont être eux plus responsables d'ulcération génitale, parfois accompagnés d'un bubon pour Haemophilus ducreyi ou de ganglions inguinaux pour la syphilis. Pour Chlamydia trachomatis, la situation est un peu plus complexe parce qu'en fonction du sérotype de chlamydia, on n'aura pas le même tableau clinique. Vous voyez que pour les sérotypes DAK, on aura une présentation clinique sous la forme d'urétrite cervicite. Alors que pour les sérotypes L, donc les agents de la lymphogranulomatose vénérienne, dans ce cas-là, on aura plutôt une ulcération génitale associée à un bubon. Et enfin, on a Mycoplasma genitalium, plus rarement impliqué, qui est un agent responsable d'urétrite et cervicite, donc moins fréquemment que Neisseria gonorrhoeae et Chlamydia trachomatis. Ici, je vous ai fait un petit tableau avec l'ensemble des virus qui peuvent être responsables d'IST, MST, en sachant que je vous ai mis en gras les 4 virus les plus fréquemment impliqués, donc le virus de l'hépatite B, responsable d'hépatite virale, l'HSV, donc responsable d'herpès génital, herpès néonatal, ophtalmie herpétique, le virus du VIH et puis les papillomavirus, dont on reparlera à la fin de la présentation, qui peuvent être responsables de pas mal d'IST, MST, donc qui peuvent être responsables de condylomes, de néoplasie intraépithéliale, de carcinomes qui peuvent toucher l'anus, le col utérin ou encore de papillomes laryngés. Je vous ai mis ici d'autres virus qui ne sont pas en gras, qui peuvent, dans certaines situations, être sexuellement transmis également. Pour les parasites responsables de MST, donc on a Trichomonas vaginalis qui peut être responsable d'urétrite subaiguë, comme Chlamydia
gonocoque et Mycoplasma genitalium. Et puis, on a 2 ectoparasites donc, qui peuvent être responsables de la gale et des morpions. Alors, on va dire un petit mot ici sur 2 façons d'approcher les IST. Donc, soit on a l'approche étiologique qui consiste à identifier l'agent infectieux responsable de la maladie sexuellement transmissible et ensuite d'avoir une approche d'un traitement ciblé sur cet agent infectieux. Et malheureusement, quand on n'a pas possibilité de faire un diagnostic précis de l'agent infectieux responsable, on peut parfois décider, et c'est notamment le cas dans les pays en développement, d'avoir une approche syndromique. Donc, cette approche syndromique, elle va consister à regrouper différentes IST en un syndrome en fonction de la présentation clinique. Les 2 syndromes les plus fréquemment utilisés sont le syndrome écoulement urétral et le syndrome ulcération génitale. Et en fait, en fonction du syndrome diagnostiqué, on va traiter de façon probabiliste les agents infectieux qui peuvent potentiellement être responsables de ces syndromes. Donc ensuite, la prise en charge répondra en fait à un algorithme décisionnel. Alors, cette approche syndromique, c'est très utile quand on n'a pas les possibilités de faire du diagnostic étiologique, mais du coup, on aura à la fois un diagnostic qui va être probabiliste et un traitement qui va être probabiliste. Donc, ça nécessitera bien sûr de revoir le patient à J7 pour être sûr qu'après ce traitement probabiliste, il s'est amélioré. Et puis, si on a quand même pu faire des sérologies, contrôler les sérologies réalisées lors de la première consultation. Il y a quand même différents problèmes à cette approche, c'est que du coup, s'il y a des co-infections, on va passer à côté. Que s'il y a des infections qui sont plus rares, elles ne vont pas être intégrées dans les algorithmes de décision thérapeutique, comme par exemple Mycoplasma genitalium. Et puis, le gros souci pour moi de cette approche syndromique, c'est que du coup, elle ne prend absolument pas en considération toutes les IST asymptomatiques. Et donc, effectivement, ces IST asymptomatiques, c'est un vrai problème. Elles sont de plus en plus émergentes depuis donc l'utilisation des tests d'amplification des acides nucléiques. Et on a découvert qu'il y avait pas mal d'IST qui étaient réputés symptomatiques, qui ne le sont en fait pas si fréquemment. Et notamment, on a découvert beaucoup de portages pharyngés et anal de gonocoque. Alors, du coup, on peut faire des dépistages régulièrement de ces IST asymptomatiques, mais là, des nouvelles questions ont émergé. À quelle fréquence va-t-on faire ces dépistages? Quel site va-t-on dépister? Et puis, quelle population va-t-on dépister? Donc, en particulier, dépister les patients VIH, les patients qui sont HSH, les patients qui ont du sexe tarifé, qui sont multipartenaires. C'est difficile de mettre exactement des barres. Alors, je voulais encore parler du problème des IST asymptomatiques, notamment, par exemple, chez la femme. On sait que si on ne diagnostique pas une IST, par exemple, à chlamydia ou à gonocoque, on aura des risques de grossesse extra-utérine, de stérilité tubaire, d'algie pelvienne inflammatoire. Donc, on sait que ces infections, elles sont fréquemment asymptomatiques. Donc, ça pousse quand même, chez les femmes jeunes, à proposer des dépistages systématiques par test d'amplification des acides nucléiques qui sont particulièrement intéressants dans cette population. Pour illustrer encore le problème des IST asymptomatiques, je vous ai mis ici la fréquence des manifestations cliniques au cours de la syphilis. Donc ici, vous avez la syphilis primaire, donc le chancre. Vous voyez que globalement, il y a à peu près 90% des patients qui auront des manifestations cliniques, mais reste à prendre en considération que le chancre est parfois dans une zone non visible, notamment au niveau de l'anus, dans le fond de la gorge, au niveau du col de l'utérus. Donc, ce n'est pas forcément accessible aux patients. Et vous voyez ici, c'est les manifestations de la syphilis secondaire, donc qui apparaissent dans la première année. Et vous voyez qu'en fait, il y a bien moins de 50% des patients qui auront des manifestations cliniques au stade de syphilis secondaire. D'où l'importance d'un dépistage sérologique quand même régulier dans les populations à risque pour la syphilis. Encore un petit mot sur ces IST asymptomatiques. Donc, c'est vrai que là, je suis en train de prôner le fait de faire des dépistages réguliers par les tests d'amplification d'acides nucléiques. Mais bon, c'est vrai qu'il ne faut pas s'emballer non plus parce que, par exemple, dans les pays développés, on avait commencé à dépister de manière systématique Mycoplasma genitalium. En fait, on avait des tests combinés qui dépistaient à la fois gonocoque, chlamydia et Mycoplasma genitalium en un seul package. Le problème, c'est que du coup, on a dépisté beaucoup d'infections à Mycoplasma genitalium totalement asymptomatiques, qu'on a été assez rapidement submergés, que les patients ont été traités, alors parfois maltraités parce qu'ils ont reçu
des traitements par azithromycine en dose unique. Résultat des courses, en fait, on a eu une émergence de la résistance aux macrolides très, très rapide. Et puis finalement, on est assez vite revenu en arrière et on a décidé qu'en l'absence de symptômes, il fallait surtout ne pas dépister Mycoplasma genitalium et puis que finalement, il y avait probablement une clearance spontanée de la bactérie après quelques semaines. Alors, le dépistage des IST chez les sujets asymptomatiques, donc à qui on va le proposer et à quelle fréquence. Donc là encore, il n'y a pas de choses qui sont parfaitement codifiées. On dit que dans les populations les plus exposées qui prennent le plus de risques sexuels, donc par exemple les HSH sexuellement actifs, les patients VIH, les patients multipartenaires, ceux qui ont du sexe tarifé, de la précarité, en fait, il faut faire un dépistage régulier. Là encore, à quelle fréquence? Je n'ai pas de réponse claire à la question parce que je pense que ça dépend des situations, ça dépend des pratiques sexuelles des patients. Ça va aussi dépendre des conditions d'accès pour les patients au laboratoire et de la disponibilité ou non de ces tests d'amplification des acides nucléiques. Globalement, en France, nous, on recommande un dépistage tous les 3 à 6 mois pour les patients qui sont HSH sexuellement actifs. De mon point de vue, je pense que chez tous les patients VIH, il faudrait au moins annuellement proposer des tests de dépistage systématiques, en sachant que ça peut être revu à la hausse en fonction des patients. Alors, quels examens réaliser? Donc, nous, chez les hommes, on réalise des PCR donc, pour chlamydia et gonocoque aux 3 sites, à savoir le prélèvement du premier jet d'urine, que l'on complète en fonction des pratiques sexuelles par un écouvillon de la gorge et un écouvillon de l'anus. Et on complète par des sérologies, donc une sérologie de la syphilis, complétée par une sérologie de l'hépatite B, de l'hépatite A et de l'hépatite C. Donc, j'ai mis plus ou moins parce que ça dépend des situations. Une fois qu'on a fait une première sérologie qui est négative et qu'on a vacciné le patient, bien sûr, ce n'est pas la peine de répéter ces sérologies à chaque bilan. Pour les femmes, on fait également des prélèvements aux 3 sites, donc surtout indispensable l'autoprélèvement vaginal. On complète également par un écouvillon de gorge et de l'anus en fonction des pratiques sexuelles, et puis on fait les mêmes sérologies. Donc, nous, on pratique beaucoup les autoprélèvements, hein, c'est vraiment les patients qui se prélèvent eux-mêmes. Donc, après les premiers bilans, on met à jour les sérologies pour l'hépatite B, l'hépatite A et puis les papillomavirus. Et donc, bien sûr, la nature des examens qu'on réalise, voilà, est fonction des patients et de leurs pratiques sexuelles. Je voulais insister, comme on l'a dit en introduction, moi je suis dermatologue et en fait je suis plus particulièrement des patients infectés par le VIH. Et dans ce dépistage des IST chez les patients VIH, je voulais insister sur tout simplement la réalisation d'un bon examen clinique parce que moi, je vois énormément de pathologies HPV chez les personnes vivant avec le VIH. On sait que les personnes vivant avec le VIH sont plus souvent infectées par des papillomavirus à haut risque oncogène. On sait également que 70% des HSH sont infectés par l'ensemble des différents génotypes. Et on sait que chez les patients VIH, la cléarance virale va être plus lente et qu'il y aura volontiers de multiples génotypes. Je vais vous le montrer, les formes cliniques sont extrêmement variées et puis on a différents stades de gravité, donc au maximum jusqu'au carcinome épidermoïde. Probablement que les patients VIH ont une moins bonne clearance des papillomavirus en raison d'une moins bonne immunité cellulaire. Donc tout d'abord, le moins grave, ce sont les condylomes, dont le diagnostic sera clinique, sous réserve qu'on pratique un bon examen à la fois cutané et muqueux, en cherchant des lésions plus particulièrement buccales, génitales et anales. Donc, il faut avoir des bonnes conditions d'examen. Donc, en principe, le diagnostic est clinique, mais dans certains cas, si on a un doute sur le fait qu'il s'agit de lésions de condylomes bénignes, ou si on a un doute sur des lésions suspectes de carcinome, dans ce cas-là, on pratiquera une biopsie cutanée. Je vous montre ici des exemples. C'est tous des patients infectés par le VIH que je vois à la consultation. Donc, vous voyez ici une patiente qui a une condylomatose vulvaire floride. Et vous voyez qu'en fait, elle a également une atteinte de la région anale. Donc, c'est vrai qu'on préconise très souvent l'examen proctologique chez les patients HSH, mais en tout cas, chez les femmes infectées par le VIH qui ont des condylomes dans la région génitale, il faut également qu'elles aient un suivi proctologique afin de détecter précocement des carcinomes à ce niveau. Ici, je vous montre des condylomes ici sur le fourreau de la verge et ici des condylomes au niveau des scrotums, également chez un patient infecté par le VIH.
Parfois, la situation peut être plus préoccupante. Donc ici, on augmente en stade de gravité avec des condylomes géants, donc on appelle également tumeur de Buschke-Lowenstein. Histologiquement, ces lésions sont bénignes et se transforment exceptionnellement, mais il y a quand même besoin d'une prise en charge chirurgicale pour éliminer la totalité de la lésion. Ici, je vous montre que parfois, on peut avoir différentes formes cliniques qui sont associées. Donc, vous voyez que là, on a probablement un condylome géant au pourtour de l'anus, mais on a également des lésions grisâtres, des lésions rosées qui correspondent à des lésions de papulose bohénoïde. Et puis, au pourtour, ici, on a des condylomes un peu plus banaux. Donc, ici, on est également chez un patient infecté par le VIH, très immunodéprimé, qui a une pathologie HPV extrêmement floride. Encore ici, chez une femme, des lésions, chez deux femmes différentes, des lésions de papulose bohénoïde, donc une pathologie qui est également induite par les HPV. Vous voyez ces petites lésions pigmentées ici au pourtour de la région vulvaire, c'est de la papulose bohénoïde. Et ici, une forme beaucoup plus profuse, avec atteinte des petites lèvres, des lésions qui sont clairement tumorales, de couleur brune ou rosée. Donc là, j'avais pratiqué une biopsie pour éliminer un carcinome épidermoïde. Et en fait, c'était également une femme infectée par le VIH, très immunodéprimée. Ici, un autre exemple d'association, donc une femme qui est suivie dans notre service pour une infection par le VIH depuis plusieurs années et qui n'a jamais osé parler de ses lésions au niveau de la vulve. Donc, on me l'a adressée pour la prise en charge de cette lésion condylomateuse ici, mais vous voyez qu'en fait, elle a également des lésions de papulose bohénoïde, ces petites lésions maculeuses pigmentées. Voilà, et donc je voulais insister sur l'importance de cet examen clinique régulier de nos patients VIH parce que parfois la situation dégénère et on a des patients qui développent des carcinomes épidermoïdes. Donc vous voyez ici que ça c'est un patient que je suivais régulièrement pour des condylomes qui finit par développer ici un carcinome épidermoïde de la marge anale. Et ici cette patiente infectée par le VIH qui avait cette volumineuse lésion anale également, mais qui n'avait pas osé en parler. Donc, en conclusion, je dirais que oui, le dépistage des IST doit être intégré aux soins du VIH. Pour moi, ce dépistage doit comporter deux volets. C'est à la fois un dépistage clinique avec un examen dermato et en particulier des muqueuses génitales et anales. Cet examen, il doit avoir lieu au moins annuellement. Et puis, en cas de lésion suspecte, il faut bien sûr adresser les patientes chez le gynécologue et le proctologue, le cas échéant. Il y a également des examens biologiques à réaliser, donc des sérologies, des tests d'amplification des acides nucléiques. Donc, en ce qui concerne la nature des dépistages et la fréquence, il faut adapter aux pratiques sexuelles des patients, au terrain sous-jacent et puis aux conditions locales. Et puis, surtout, une fois qu'on a dépisté des lésions HPV chez des patients infectés par le VIH, surtout si l'immunodépression persiste, il faut faire des surveillances cliniques régulières pour dépister le plus précocement des transformations en carcinome épidermoïde. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Magnifique, merci beaucoup pour cette très très belle présentation. Tu m'entends bien, Janssen? Oui, très bien. Ok, très bien. Donc, tu as tellement captivé les gens qu'ils sont encore un peu hésitants à poser des questions. Il y a des mains levées, sinon, Gilles, encore. Alors, on va voir si c'est des mains levées. Ouais. Très bien. Donc, on essaye le coup des mains levées, Laura? Oui, on essaye. Est-ce que tu peux donner la parole à la… Tu vois la liste à la première personne? À Blanc, Anne-Marie, Etienne. Ok. On dirait que ça ne fonctionne pas. J'essaye Yasmine Matouk. Ok, d'accord. Très bien. Yasmine Matouk, si vous ouvrez votre micro, vous avez la parole de notre côté. Ça a l'air de fonctionner. Hein. Non, bon. J'essaye Nabila Amar et puis… Oui. Nabila Amar, vous avez la parole. Oui, bonjour. Bonjour.
Allez-y. Je suis à la fois dermato et infectiologue, donc je vois beaucoup de VIH et bien sûr je vois des IST. J'ai un patient qui est sous trithérapie avec une charge virale quasi indétectable et qui a fait une IST à mycoplasme et je n'arrive pas, en fait, je l'ai traité correctement, mais à chaque fois, il revient avec des douleurs pelviennes très importantes et des douleurs même au niveau des organes génitaux. Alors, est-ce qu'il faut renouveler le traitement dans ce cas-là ou est-ce qu'il faut faire à la fois un examen proctologique, un examen gynéco, enfin, un examen urologique, etc. Voilà. Donc, j'ai un petit souci parce que… Vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Mais du coup, il avait une infection à Mycoplasma genitalium. Vous l'avez traité. Est-ce qu'il a guéri de cette infection? Oui. Alors, ces tests de contrôle sont négatifs, mais il reste quand même algique. Il a des douleurs pelviennes et des douleurs au niveau des organes génitaux. Bah, c'est vrai que je pratiquerais quand même une échographie pour voir localement. J'ai fait une échographie qui est revenue normale. Qui est revenue normale. Et ça fait combien de temps maintenant que vous l'avez traité? Oh, ça va faire plus d'un mois quand même. Hein. Parce que c'est vrai que j'ai l'impression notamment... que les douleurs s'intensifient après les rapports sexuels. Bon, c'est un homo et donc il est passif. Donc voilà, j'ai l'impression que c'est déclenché par les rapports. Et donc à l'échographie testiculaire, il n'y a rien du tout? Non, il n'y avait rien. Ok. Bah, c'est vrai que je ne sais pas, hein, je n'ai pas vraiment d'explication. Et pour moi, à partir du moment où… Il faut refaire les examens bah, si les PCR sont négatives, en principe, c'est des examens qui sont très sensibles. Après, parfois, les patients peuvent garder des douleurs pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est des syndromes douloureux post-infectieux. Pour lesquels il faut mettre des antalgiques. Mais c'est vrai que si jamais il n'y a plus d'agents infectieux identifiés, moi, je ne retraiterai pas par antibiotiques en l'absence de documentation. Parce que ces tests, ces PCR sont très sensibles. Donc, si elle est négative, il faut vérifier qu'elle ait été faite dans les bonnes conditions, sur les urines du premier jet, le matin, etc. Mais si ça a été fait dans les bonnes conditions et que c'est négatif, moi, je ne retraiterai pas. Et vous, votre protocole thérapeutique, c'est combien de jours? 14 jours ou 3 semaines? Alors, ça dépend. Si c'est un mycoplasma génitalium sensible, on va traiter par 5 jours. S'il est sensible au macrolide, on va traiter par 5 jours de macrolide. Oui. Je ne sais pas si vous avez accès au test de résistance ou pas. Non. Ok. Bah, en même temps, vous l'avez traité par quoi du coup? Alors, moi, j'avais mis de la Vibra et je lui avais fait, avant les résultats, je lui avais fait de la Cefaxone en injectable parce qu'il avait des petites pertes au départ. Après la pratique des examens, donc j'avais fait 500 mg de Cefaxone et je l'ai traité pendant 14 jours avec de la Vibra. Alors, c'est vrai que c'est pas le traitement tout à fait optimal parce que Cefaxone, pour moi, ça va pas marcher. Et la vibramycine, c'est vrai qu'il y a à peu près 70% des mycoplasma génitalium qui ont une résistance naturelle aux cyclines. Donc là, pour moi, il n'a pas été traité pour un mycoplasma. Vous donnez quel type de macrolide? De l'érythromycine? On donne de l'azithromycine avec une dose de charge. Ah non, pardon, j'ai donné au départ Cefaxone et Azithro pendant 5 jours, voilà. Et ensuite, j'ai mis de la Vibra, ouais. D'accord, ok. Donc, il a bien eu l'azithromycine et depuis, les tests sont négatifs. Donc, c'est bien le traitement de première ligne pour un mycoplasma génitalium. Donc, moi, je recontrôlerai peut-être les tests à distance vraiment en s'assurant des conditions d'examen, mais pour l'instant, je ne retraiterai pas. D'accord. Si vous êtes d'accord, on va passer. Merci beaucoup. On va passer à une autre question parce qu'il nous reste juste 7 ou 8 minutes. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Prenez le temps de voir un petit peu les questions des autres auditeurs. On a une question par rapport aux IST ulcérantes et le risque de transmission de VIH. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu quelles sont les infections avec lesquelles on a pu montrer une augmentation du risque de transmission de VIH? Ben, c'est vrai que j'avais mis en bas de la diapositive les IST ulcérantes. Donc, il y a notamment avec l'herpès simplex virus, dès lors qu'il y a une érosion
une érosion de la muqueuse, en fait, ça va faciliter la transmission et l'acquisition du VIH. Donc, il y a la LGV, il y a l'herpès, il y a la syphilis. Donc, à partir du moment où il y a une érosion muqueuse, bah, globalement, il a été montré que ça pouvait favoriser la transmission du VIH. Donc, c'est vrai que, voilà, après, je n'ai pas de chiffres précis. Je ne sais pas si vous en avez, Gilles. Non, j'ai pas de chiffre précis non plus. Je sais qu'il y avait une grosse discussion avec l'herpès, notamment. C'est là où on a un peu plus de données, notamment de papiers africains, de cohortes africaines, qui montrent un petit peu cette relation entre HSV2 et VIH. Ouais. Il y a une question intéressante par rapport au dépistage du conjoint. Si vous avez une personne, un patient qui vient avec une infection sexuellement transmissible, que ce soit la syphilis ou la gono ou autre, quand est-ce qu'on passe à un traitement ou à un dépistage du conjoint? Vous voyez un peu, c'est-à-dire quand est-ce qu'on va faire le test chez le conjoint ou quand est-ce qu'on fait directement un traitement du conjoint? Bah, c'est vrai que ça dépend un peu de la situation, en fait, parce que on analyse un petit peu. Alors, par exemple, quand il y a une syphilis qui est diagnostiquée chez une personne et que l'autre personne, ils ont eu des rapports sexuels non protégés, si vous voulez, en fait, on peut faire un dépistage. Mais en fait, dans ce cas-là, par exemple, avec la syphilis, comme les anticorps apparaissent avec retard, c'est pas parce que la sérologie va être négative que du coup, le patient n'est pas infecté, parce que les anticorps pourraient apparaître 1 ou 2 mois plus tard. Donc, c'est vrai que dans ces situations-là, moi, j'ai tendance à dire, s'il y a eu des rapports sexuels non protégés et qu'il y a un des deux partenaires qui a une syphilis diagnostiquée, on traite le deuxième. Parce que sinon, il va faussement se rassurer avec une sérologie négative, et puis en fait, ça va compliquer le suivi, c'est-à-dire qu'il faut repratiquer des tests 1 ou 2 mois plus tard. Donc là, je me dis, pour que tout le monde soit rassuré, on traite le couple en même temps. D'accord. Voilà. Après, c'est vrai que ça dépend aussi, pour répondre à la question, ça dépend de la disponibilité des tests. Par exemple, si on prend l'exemple d'un couple où on diagnostique un chlamydia chez le monsieur. Alors, c'est vrai que bon, bah, ça va dépendre aussi de la patiente. Si elle est particulièrement anxieuse, là encore, on ne sait pas en combien de temps elle pourrait développer le chlamydia. On peut lui faire un test. S'il est négatif, bah, c'est bien, mais ça ne nous dit pas si elle ne va pas développer son chlamydia un peu plus tard. Donc, c'est vrai qu'en particulier chez une femme jeune, on aura peut-être tendance à se dire, bon, bah, il vaut mieux traiter pendant 7 jours par doxycycline. Voilà. Après, si elle dit non, non, mais si j'ai rien, je préfère pas être traitée, je referai un test d'ici 1 ou 2 mois. Bon, bah voilà, on peut aussi avoir cette attitude-là. Donc, c'est vrai qu'on s'adapte un petit peu en fonction des situations. Après, il y a quand même un grand principe pour les IST, c'est qu'on sait jamais trop si les gens vont revenir. Donc, c'est pour ça qu'on a tendance parfois à traiter un peu plus largement pour être sûr de ne pas laisser des IST qui galopent et des gens qui ne sont pas au courant qu'ils ont une IST asymptomatique. Une question très intéressante sur chlamydia. Tu nous as parlé de la place de la PCR, chlamydia, dans le diagnostic. Oui. Là, cette personne nous demande quelle est la place de la sérologie chlamydia. Quand est-ce que tu l'utilises dans le diagnostic de chlamydiose? Alors, en fait, je l'utilise uniquement si jamais j'ai une suspicion de lymphogranulomatose vénérienne. Donc, en fait, dans les infections génitales basses, dans les urétrites, cervicites, il n'y a pas aucun intérêt de faire une sérologie de chlamydia. Parfois, quand on a un tableau un petit peu atypique, notamment, par exemple, si on a un tableau qui nous évoque une lymphogranulomatose vénérienne avec un gros ganglion très inflammatoire, purulent, ben là, je dis ça pourrait être intéressant qu'on fasse une sérologie de chlamydia pour voir si jamais ça pourrait nous donner des arguments pour un diagnostic de LGV. Voilà. Après, chez une femme qui a une infection génitale haute pour lesquelles on ne sait pas trop est-ce que ça pourrait être une infection à chlamydia, on peut également discuter de la réalisation d'une sérologie. En tout cas, en pratique courante pour le dépistage, on ne fait pas du tout de sérologie chlamydia. Hein. C'est vraiment sur des situations très ciblées. Tout à fait. Pour te remettre un peu dans le bain de ta journée, je pense, est-ce que monkeypox est une IST? Écoutez, c'est vrai que la question reste entière. On ne sait pas très bien comment cette maladie se transmet, mais en tout cas, pour nous, du côté de la Pitié-Salpêtrière, tous les patients qu'on a vus sont des patients qui ont des rapports sexuels entre hommes. Et c'est vrai qu'ils ont l'air quand même d'avoir une sexualité assez à risque parce qu'ils ont tous des antécédents déjà de gonococcie, de chlamydia, de syphilis.
Ils rapportent pour la plupart des rapports non protégés. À peu près la moitié sont infectés par le VIH, l'autre moitié sont des patients PrEPeurs. Donc, c'est vrai que dans le contexte, je crois que là, on est obligé de signer qu'il s'agit d'une nouvelle IST. D'accord. Très bien. C'est vrai que c'est dans l'actualité des choses. Je recherche encore une question qui me paraissait intéressante par rapport à la syphilis. Il y avait une question. Je me souviens plus exactement de la syphilis, mais si tu pouvais juste nous dire, je sais que c'est une question en plus un peu complexe, mais par rapport au suivi d'une syphilis, hein, c'est-à-dire que si tu as une syphilis nouvellement diagnostiquée, tu la traites, qu'est-ce que tu recommandes comme suivi sérologique? C'est vrai qu'en principe, les recommandations, c'est de surveiller le VDRL quantitatif à 3 mois, 6 mois et 1 an. Alors, c'est vrai que normalement, il n'y a pas d'échec du traitement par pénicilline retard. Hein, le tréponembal est toujours parfaitement sensible. Mais ce qu'on veut surtout dépister au cours du suivi, c'est une éventuelle réinfection. Parce que donc, le VDRL est censé diminuer progressivement. Alors, il peut quand même, en fait, il peut mettre plus ou moins de temps en fonction du moment où on a traité cette syphilis par rapport au début de l'infection. C'est-à-dire que si on traite au stade de syphilis secondaire, en fait, on va avoir une décroissance plus lente du VDRL et surtout, on va garder une cicatrice sérologique avec un TPHA qui va rester positif. Alors qu'on sait que les patients qu'on traite très précocement au stade de chanvre, en fait, la sérologie pourrait redevenir parfaitement négative. Donc ça, c'est très important dans le suivi des patients, notamment les patients infectés par le VIH, de savoir si jamais ils ont une cicatrice sérologique de syphilis avec un TPHA qui reste positif. Et parfois, on a même certains patients qui gardent un petit VDRL positif. C'est possible. Donc, c'est vrai qu'il faut bien avoir ça dans l'antériorité du dossier pour savoir si finalement il y a un nouvel épisode de syphilis à traiter ou s'il s'agit simplement d'une cicatrice sérologique. D'accord. Et donc, dans le suivi, juste pour nos collègues, dans le suivi, si tu as traité quelqu'un pour une syphilis primaire, tu refais une sérologie et puis après 6 mois, là, c'est le VDRL, le titre, il augmente à nouveau. Donc, soit ça peut être une nouvelle infection. Est-ce qu'il faut penser à la neurosyphilis aussi dans ce cas? C'est pas forcément sur le VDRL qu'on va penser à une neurosyphilis, c'est surtout s'il y a des signes cliniques. Après, c'est vrai que l'interprétation du VDRL, alors c'est vrai que j'avais pensé à vous parler des interprétations des sérologies de syphilis, mais là, je me suis dit que j'allais vraiment prendre trop de temps. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que parfois, en fait, d'un laboratoire à un autre, on peut avoir une petite variation du VDRL. Donc, en gros, pour juger que c'est une variation significative, il faut qu'il y ait au moins une augmentation de 2 dilutions. Donc, c'est vrai que si ça varie seulement de 1 dilution, on peut proposer un simple contrôle de la sérologie. Si le patient nous dit qu'il n'a pas eu de relation sexuelle à risque, il ne faut pas forcément tout de suite déclencher le plan hors sec. Alors, après, si d'un autre côté, il vous dit oui, j'ai des rapports sexuels à risque, j'ai eu des contacts, des relations non protégées, c'est tout à fait possible que j'ai une nouvelle syphilis. Alors, à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à retraiter assez rapidement. D'accord. Et je finis avec une dernière question. Après, on va s'arrêter gentiment. J'aimerais savoir si une infection VIH non maîtrisée, c'est-à-dire avec une charge virale élevée, peut être la cause de récidive d'IST chez un patient. C'est-à-dire, par exemple, un herpès qui revient. Est-ce que c'est un échec thérapeutique VIH peut expliquer ça? Oui, par exemple, je prendrais l'exemple. Moi, j'ai souvent affaire là dans mes consultations de dermatologie à des patients. Alors, soit des patients VIH qui sont pas bien contrôlés, soit des patients qui sont contrôlés mais qui gardent une immunodépression importante et qui ont tendance à avoir des infections à HSV2 récurrentes, voire chroniques, et qui ont parfois une présentation tumorale de leurs lésions. Donc là, oui, clairement, pour moi, c'est vrai que le mauvais contrôle de l'immunité et des CD4 bas vont favoriser en fait ces herpès chroniques, difficiles à traiter et parfois avec des présentations très atypiques. Très bien, super. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'aimerais vous remercier, Karen et Jean-Siane, pour vos présentations qui étaient vraiment très intéressantes. J'aimerais aussi remercier tous les participants qui ont été hyper actifs. J'ai essayé de répondre
entre les présentations un maximum de questions. J'y suis pas parvenu. Il y en a toujours encore une cinquantaine qui sont en attente. Merci aussi de vos questions dans le chat. Vous étiez plus ou moins 200 à nous suivre aujourd'hui, ce qui montre encore une fois que c'est une thématique vraiment hyper importante pour beaucoup de praticiens. Je finis par vous dire que nos séances Afranum s'arrêtent pour l'été. On a donc fini la première saison, pardon. On est en train de planifier la deuxième saison qui va débuter, comme je vous l'ai déjà dit, en septembre. J'aimerais aussi vous rappeler que vous avez accès à toutes les présentations donc qui sont données dans toutes les séances Afranum en allant sur le site de l'Afranum, donc le site de l'Afravi ou de l'Afranum. Et vous avez sur cette page accès à ces présentations. Vous avez aussi accès au webinaire, c'est-à-dire vous pouvez revoir les présentations en vidéo par le biais de notre site Internet. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très bel été. On se réjouit de vous revoir au mois de septembre. Et puis, à bientôt et merci à tous.